Aujourd'hui, dans Amour, joie, agit, j'ai l'honneur d'accueillir François Dubois, un homme qui a porté l'uniforme pendant plus de 20 ans et qui a choisi de rester fidèle à sa conscience plutôt qu'aux ordres. François Dubois, ancien officier de gendarmerie, a préféré quitter l'institution en 2022 plutôt que de trahir ses convictions les plus profondes. Un choix qui demande un courage immense, le courage d'être vrai, le courage d'être libre. François ne se contente pas d'observer le monde, il cherche à l'éclairer. Vice-président de l'association Profession Gendarme, il œuvre pour éveiller les consciences et rappeler que même dans la tempête, la lumière existe. Il incarne cette voix qui refuse le mensonge, qui appelle à retrouver la dignité, la force et la foi. Dans un monde qui vacille, François Dubois est de ceux qui tiennent debout. Un soldat du cœur, un écrivain de l'âme, un chrétien courageux. François Dubois, c'est un homme qui, au-delà des titres et des épreuves, nous rappelle qu'il existe encore des hommes droits, enracinés dans la vérité et portés par l'espérance. Alors, bonjour François, je suis très heureux de Bonjour. vous accueillir aujourd'hui dans Amour, joie, agit. Voilà, vous êtes ici chez vous car vous incarnez vraiment profondément l'esprit de cette émission. L'amour parce que vous placez vos convictions et votre foi au-dessus de tout. La joie parce que malgré les épreuves, vous gardez cette lumière intérieure qui vous pousse à transmettre et à créer. Et l'action, parce que vous vous contentez pas de penser ou de parler, vous agissez, vous écrivez, vous dessinez, vous vous engagez. Voilà, donc votre parcours, bah, euh, pour moi, c'est celui d'un homme rare, hein, parce que vous avez un parcours quand même qui est assez exceptionnel dans la gendarmerie, une vingtaine d'années. Alors, on va peut-être, alors pour les gens qui vous connaissent pas, je vais peut-être vous laisser un petit peu nous dire ce que vous avez, Oui, ce que vous avez fait, par quoi vous êtes passé. merci, merci de me recevoir aussi. Donc oui, parcours d'une vingtaine d'années effectivement en gendarmerie, donc qui est assez diversifié puisque j'ai pu à la fois exercer dans des unités d'intervention mais également aussi dans des unités axées dont le travail est axé sur la police judiciaire. Donc j'ai fait vraiment les deux domaines. Donc j'ai commencé plutôt assez jeune d'ailleurs dans le domaine de l'intervention avant de faire la bascule. Ce qui fait que j'ai ratissé un spectre assez large. Donc ça va de la garde républicaine en début de carrière, euh, où j'ai fait plutôt intervention. Après, j'ai fait de la protection rapprochée auprès de deux premiers ministres quand j'étais au groupe de protection de l'hôtel de Matignon. Donc c'était sous François François Fillon, Fillon et c'est ça? Jean-Marc Voilà. Ayrault. Voilà, un peu. Voilà, Jean-Marc Ayrault jusqu'en 2013, date à laquelle je suis parti en gendarmerie départementale. Et là, en fait, j'ai intégré une brigade qui est en Gironde. Et c'était un milieu très difficile, très précaire socialement, économiquement. Et donc, passer effectivement des palais dorés à ça, c'est une transition qui est assez difficile, d'autant plus qu'il fallait que je réapprenne le métier d'enquêteur, parce que je n'étais plus du tout là-dedans. Et cette décision, en plus, elle avait été prise par un général à l'époque qui souhaitait que tous les gendarmes mobiles ou gardes républicains qui font ce qu'on appelle un changement de subdivision d'armes passent par la case brigade pour apprendre le vrai métier de gendarme. Donc c'était très atypique parce qu'en général, ce qui se fait, c'est on envoie plutôt les gendarmes qui sont déjà en mobile ou dans des unités d'intervention vers des unités accès intervention dans la gendarmerie départementale, comme Leipzig ou autres. Mais là, ça n'a pas été mon cas, parce que j'ai très mal vécu au départ, et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était une grande richesse en matière d'expérience, parce que c'est aussi ce qui m'a permis de voir le monde tel qu'il était, vraiment sortir de l'illusion, parce que quand j'étais dans la sphère parisienne de Matignon, j'étais complètement déconnecté du réel. Et du coup, j'avais une vision très bobo parisien, on va dire, très. Ouais, c'était ça. Et là, ça a été une bascule intégrale. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à vouloir comprendre ce qui se passait. Non pas que j'ai jamais connu ce monde-là avant, parce que je viens d'un milieu très modeste. Mais là, j'ai connu un monde qui était ultra précaire, ultra violent. C'est-à-dire qu'on peut venir d'un monde très modeste, mais on n'est pas forcément confronté euh, bah,
à ce qu'il y a de plus précaire dans le. Là, je parle de précarité sociale, je parle d'affaires d'inceste, de viol, d'alcoolisme, de violence, que des choses comme ça, quoi. Et ça, en fait, quand ça devient votre quotidien, vous vous dites, mais comment ce monde a-t-il pu basculer dans une telle noirceur? Donc, j'ai voulu chercher à comprendre. Et puis donc, je me suis mis vraiment dans les bouquins, l'histoire, tout ça. Et puis, ça a fait évoluer tous mes points de vue. J'ai compris aussi que finalement, bah, nos gouvernants n'œuvraient pas forcément dans notre intérêt, avec la bienveillance qu'ils revendiquent. Voilà, ça, le terrain n'a fait que me le confirmer, c'est-à-dire que j'ai côtoyé que des gens abandonnés, en fait. Donc, je me suis rendu compte il y avait vraiment deux vitesses et qu'il y avait presque deux mondes qui travaillaient en parallèle. Et finalement, il y en a presque. Enfin, souvent, les gens ont tendance à dénoncer les gens pauvres, tout ça, un peu comme des parasites de la société, quand on écoute certains discours. Et en réalité, on s'aperçoit que c'est l'inverse presque. Enfin, je veux dire, je me suis rendu compte que ces gens-là sont des victimes de personnes qui ont parasité réellement la société et qui, en fait, en tirent tous les intérêts pour eux. Et voilà. Donc ça c'est vrai que ça fait évoluer un certain sentiment d'injustice, quoi. On a vraiment ce. Et on change de regard, en fait. Et puis après, ben, quand on se plonge dans les choses complexes, dans la géopolitique, dans l'histoire, qu'on bascule un peu aussi dans l'histoire des religions, de la théologie, qu'on s'aperçoit que tout est lié, que tout fonctionne en synergie dans ce monde et tout. On s'aperçoit que les choses sont tellement plus complexes que ce qu'on imaginait au départ. C'est un peu comme dans les processus d'apprentissage. Voilà, au départ, je crois, en fait, je crois tout savoir, quoi. Et puis, en fait, plus j'apprends et plus je m'aperçois que je sais rien. Donc, il y a toujours une phase comme ça où on monte, une phase ascendante et une phase où on redescend. Là, ben là c'était un peu ça, quoi. Et voilà, donc ça explique le chemin. Et puis après, ben voilà, j'ai fait carrière, je suis monté un petit peu, on va dire, tout ce qui est commandement de brigade. Je suis passé en unité de recherche, donc sur des dossiers plus complexes ou autres, avoir des affaires plus importantes. Et ensuite, j'ai quitté cet environnement pour celui de l'instruction. Donc là, je suis devenu instructeur. J'ai pu faire profiter toute mon expérience à pas mal d'élèves gendarmes, jusqu'à devenir d'ailleurs formateur, évaluateur de formateur au sein du commandement des écoles. Et parce que j'aime la transmission, la pédagogie, l'enseignement, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et c'est d'ailleurs à cette même période a commencé l'époque du Covid. En fait, mais quand je suis arrivé de toute façon en école, c'était en 2018, donc c'est très simple. Oui, d'accord, ok. École de gendarmerie, voilà. Donc ça, c'est en 2018. Et là, j'arrive en tant qu'instructeur. C'est drôle parce que finalement, c'est une période charnière dans l'histoire française, entre guillemets, puisque 2018, c'est un peu un point d'orgue parce que décembre 2018, c'est les Gilets jaunes. Et après les Gilets jaunes, à partir de 2020, on a le Covid. Donc moi, en fait, toutes ces deux périodes-là, je vais plus être sur le terrain, je vais être en école. Et donc, je vais les voir un peu avec un regard extérieur, finalement. Et alors, dès le début, je me sens gilet jaune dans l'âme par rapport à tout le parcours que je viens d'expliquer, parce que en fait, je sens les grands enjeux historiques, on va dire. Et pour moi, il y a vraiment une confrontation des classes qui se met en œuvre. Et cette confrontation, elle est le produit de tout ce que je viens de décrire là précédemment. C'est-à-dire qu'on a on a vraiment quelque part en sous-texte, derrière les gilets jaunes, cette oppression des masses par une classe parasitaire finalement. Et les masses qui sont aveugles, hein, qui n'ont pas en fait suffisamment je pense, la culture et l'érudition, euh, montrent qu'elles ont senti qu'elles sont complètement spoliées, exploitées, mais elles ne savent pas vraiment qui aller chercher et qui taper. Voilà, donc on veut remonter à l'Élysée, tout ça, mais tout ça, c'est des images, c'est que de la façade. Macron, c'est un VRP de puissance qui lui sont nettement supérieures encore. Et en tout cas, c'est une période qui est très intéressante et je ne peux que prendre part pour les Gilets jaunes à ce moment-là.
Tout comme après arrive la fameuse période de vaccination, où là, pour moi, c'est la goutte d'eau, parce que déjà, il y avait un sentiment, je veux dire, j'étais en dissonance entre l'image pour laquelle moi j'étais rentré en gendarmerie, et puis ce que je vois, ce qu'on en avait fait, et surtout la façon dont il fallait être coopté pour se hisser, on va dire. Plus on montait dans l'institution, plus je prenais du grade, et plus je m'apercevais qu'il fallait être compatible avec le pouvoir. Moi, ce matin, j'étais à la messe. C'est drôle parce qu'il y avait un passage de la Bible qui expliquait, où Jésus, il expliquait justement que on peut pas avoir deux maîtres à la fois. Soit, voilà, celui qui a deux maîtres, il finit toujours par en préférer un et abandonner l'autre. Or moi, tout au long de ce parcours, mon maître, c'est devenu le Christ quelque part. Et les valeurs revendiquées par le Christ, qui sont ces valeurs universelles, et qui sont finalement des valeurs très humanistes, je ne les retrouvais plus dans cette société. Et j'étais au sein d'une institution qui me demandait justement, plus je montais, plus de les rejeter. Plus il C'est ça, fallait les rejeter. vérité. Voilà. Et à un moment, on ne peut pas avoir deux maîtres. Moi, j'ai choisi mon maître. Et donc, j'étais en complète dissonance avec ce qui se passait, et je me disais, c'est plus possible. Pourtant, le métier des armes, quoi qu'il en soit, il peut être un métier noble, et a été aussi un métier compatible avec la défense de certaines valeurs par le passé. Mais aujourd'hui, c'est plus trop le cas dans cette France très républicaine, laïque, quoi, vraiment. Oui, puis je pense, Pour si je pas peux vacuer. si je peux me permettre, il y a déjà eu quelque chose qui peut parler à tout le monde. C'est quand on a appelé les forces de l'ordre, en fait, quand on a abandonné le nom de gardien de la paix, je me suis dit qu'il y avait eu une fracture énorme que tout le monde pouvait voir, en fait. Je comprends pas qu'à ce moment-là, déjà là, il aurait pu se passer quelque chose, parce que c'est pas anodin, en fait, de passer de gardien de la paix à force de l'ordre. Donc, je sais pas Mais si vous l'avez ressenti, ouais, ça. mais la terminologie force de l'ordre est, effectivement, mais en même temps, c'est la plus adaptée à ce que représente la police aujourd'hui, ou la gendarmerie. Pourquoi c'est la Aujourd'hui. plus adaptée? Ah bah oui, Parce aujourd'hui. que, parce qu'on est dans une société justement, d'inversion des valeurs, Mmh. avec des gens au pouvoir qui adoptent des valeurs donc inversées, donc complètement, on va dire, antéchristiques. Il faut le dire. Oui. C'est-à-dire Oui, que, oui. et pourquoi? Parce qu'on est dans un monde performatif, compétitif, qui met en avant le pouvoir de l'argent sur le pouvoir d'autres valeurs. Donc aujourd'hui, celui qui a l'argent, il a tout et il fait ce qu'il veut. Et dans ce monde, en fait, on a aussi des gens qui s'évertuent, pour le conserver tel quel, à séparer, à fragmenter la société. Voilà. Et c'est là que j'en viens en fait au rapport avec force de l'ordre. C'est parce que derrière ce côté séparation, séparateur, c'est diabolos en grec, donc c'est quelque chose qui renvoie au diable, donc diabolique. Hein, il y a quelque chose d'antéchristique, mais c'est le diviser pour mieux régner. Et derrière ça, en fait, on a ce fameux ordo ab chao, quoi, quelque part. C'est-à-dire qu'on crée la fragmentation sociale nécessaire pour mettre les gens dos à dos et faire en sorte qu'ils ne se fédèrent pas contre le pouvoir en place. Et la clé de voûte là-dedans, parce que là on a le chaos, mais il faut l'ordo. La clé de voûte là-dedans, eh ben, ce sont les forces de l'ordre. L'ordo, c'est ce qui manque. Donc ordo, voilà. Et le but, c'est de mettre l'ordre face au chaos, et surtout les mettre dos à dos. Il faut surtout pas qu'un jour la population, le peuple, converge avec les forces de l'ordre, parce que là, le château de cartes s'effondre par contre. Donc c'est très machiavélique comme système, mais il tient uniquement comme ça. Et donc force de l'ordre, c'est pour ça que je dis le terme est très adapté finalement, parce qu'il reflète cette réalité. Mmh. On n'est pas dans une préservation de la paix aujourd'hui. Gardien de la paix, c'était ça. Non, on est dans une optique de maintien du chaos. Oui, on nous annonçait la couleur. Ah oui, non, mais c'est, Mmh. enfin, je veux dire, la terminologie a toute son importance, hein. Mmh. Dans le vocabulaire qu'on emploie au quotidien, c'est jamais anodin. Mmh.
Je suis tout à fait d'accord. C'est ça qui est... Mais je pense que on voit bien dans votre parcours, François, cette hypersensibilité. Je pense que bah, même dans votre profession, bah, oui, il y a des gens très bien et il y a des gens, je pense, qui vont mal parce que peut-être qu'ils n'ont pas pu rebondir comme vous l'avez fait et vous avez, on a, enfin, on est peut-être plusieurs dans ce cas-là, au niveau des gens qui résistent et qui n'ont pas peur de parler. Mais je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette force intérieure d'affronter la situation de telle manière et pourtant qui sont convaincus qui ne font pas le bien et qui sont pas du bon côté. Nous, on avait eu un souci à l'époque, on avait eu un cambriolage dans notre garage. On avait été braqués. Et à l'époque, c'était sous Sarkozy, en fait, oui, oui, vers les inondations vers 2010. Et je fais court. Lors de ce braquage, en fait, le restaurant d'en face avait noté la plaque d'immatriculation des voleurs. Donc c'était plutôt simple a priori. Donc même si c'était pas un flagrant délit, il y a quand même la plaque d'immatriculation des braqueurs quoi, quand même. Et les gendarmes en fait, bah, quand on les a appelés, etc., tout était fini. Et on essayait, une semaine se passe, 2 semaines se passent, toujours pas de nouvelles. Et j'envoie, on va se garer devant, j'envoie mon mari et je lui dis, écoute, là, tu leur dis que ça y est, ça suffit, ça fait 4 semaines, un peu de nouvelles, là, qu'est-ce qui se passe et tout. Ils ont la plaque d'immatriculation. Voilà, donc il va dans la gendarmerie, puis il me rappelle, il me dit, non, non, pour l'instant, on peut rien nous dire. Alors je lui dis, bah écoute, tu leur dis que tu vas dormir à la gendarmerie, mais que moi, je veux une réponse, je veux savoir à quoi correspond cette plaque d'immatriculation et je veux une réponse, quoi. Et là, je vois mon mari qui sort avec un gendarme et ce gendarme vient me voir et il me dit, écoutez, madame, et déjà à l'époque, hein, il me dit, moi, je suis pas rentrée dans la gendarmerie pour ça, j'ai une petite fille et il me dit, je suis désespérée, mais je préfère vous dire la vérité. On a entre 250 300 dossiers sur notre bureau et en fait, on ne traite que les flagrants délits et sans quoi, bah, on est surtout investigué, on va dire, sur la route pour les portables, les ceintures de sécurité, les excès de vitesse. Et il dit, voilà, il me dit, je préfère être franc avec vous. Et il m'avait carrément dit, il m'avait dit, allez adopter un chien qui fait peur à la SPA, prenez un taser, une bombe lacrymogène, protégez-vous parce que là, ça devient compliqué. Déjà à ce moment-là, moi, j'avais été bah, quand même choquée du témoignage, quoi. Hein. C'était puissant, hein. C'était costaud, quoi. Hein. J'avais dit, Bah, bon, moi, j'ai été confronté à ce genre de situation et là, je peux parler, je veux dire, sans difficulté au nom de nombreux anciens collègues. De toute évidence, c'est clair il y a beaucoup de difficultés dans le métier, qu'on n'est pas préparé en fait quand on rentre, parce on sait que ça peut être un métier difficile à bien des égards, mais on n'imagine pas en fait la pression psychologique, le poids psychologique qu'on va prendre et surtout à quel point ça peut être toxique sur les années, sur le cumul. En fait. C'est un métier où on peut facilement. Alors, c'est pas tout le temps le cas, parce que c'est très aléatoire et ça dépend vraiment de l'événement, on va dire. Mais on peut se retrouver avec des semaines. Je sais pas, moi, en moyenne, je devais être à 45-48 heures peut-être par semaine. Mais mais c'était très régulier de se retrouver à 60, on va dire, et plus, et parfois avec des pics qui pouvaient monter à 100 heures par semaine. Je dis bien certains pics qui pouvaient monter à 100 heures par semaine. Donc ça, c'est très aléatoire. Mais ce ne serait pas tant problématique si il n'y avait pas en fait toute la pression psychologique derrière. La pression psychologique, elle se joue sur plein de théâtres à la fois. C'est dans un premier temps, ça peut être simplement la violence, hein, le fait qu'on s'expose beaucoup. Ça m'est déjà arrivé de rentrer chez quelqu'un le soir qui avait un fusil dans la main, qui était alcoolisé et qui était au bout de sa vie, quoi, donc prêt à tout. Ça peut être ce genre de choses-là. Ça peut être subir des violences avec des gars qui veulent se battre ou qui vont en contact régulièrement. Les insultes aussi. Les gars qui vont toujours à la limite, comme ça, tout le temps, la pression, la pression. Donc ça, il faut beaucoup prendre sur soi. Mais après, il y a tout le travail. C'est-à-dire que si on est dans une unité moyenne, par exemple, une communauté de brigade, il y a 18 gendarmes dans l'unité. Et ben, si on a, par exemple, comme c'était le cas là où j'étais, parfois 3 OPJ qui sont en arrêt maladie parce qu'ils sont en dépression,
on se retrouve avec des semaines où on va tourner à 2 permanences par semaine OPJ en plus du travail normal, sachant qu'une permanence, c'est 24 heures de 8 heures à 8 heures, qu'on fait sa journée de 8 heures, mais qu'on est appelable très bien pendant qu'on est en train de manger, par exemple. La journée de 8 heures, elle est finie, on repart en patrouille, par exemple, de 20 heures à 1 heure. Mais en fait, on est appelable toute la nuit. On peut très bien, par exemple, prendre une garde à vue à 23 heures pendant sa patrouille, terminer les papiers, rentrer chez soi à 2 heures du matin et être rappelé après à 4 heures. Mais derrière, dans ce genre de petites unités, on est obligé de revenir le matin. On peut pas prendre sa déchéance de nuit, on doit revenir le matin pour continuer sa garde à vue parce qu'on a un mec en cellule derrière. Et il n'y a pas suffisamment d'effectifs pour faire ce qu'on appelle un transfert de garde à vue. Donc ça, je l'ai connu, ce qui fait qu'on se retrouve parfois avec 48 heures, avec 2 heures de sommeil, la garde à vue. Derrière, un appel parquet qui nous dit comparution immédiate pour la personne qui était en garde à vue. Donc ça veut dire qu'il faut monter tout le dossier dans la précipitation. On se retrouve avec des piles comme ça, donc avec l'archive brigade, archive parquet, exemplaire parquet, etc. Il faut tout emmener dans l'urgence. Le parquet qui a 1 heure de route. On va au procès. Là-bas, il y a beaucoup d'attentes. Parfois, on ressort, il est 20 heures. Après, il faut repasser devant le juge des libertés de la détention pour savoir ce qu'on fait avec le gars. Ça dure jusqu'à 22 heures. À 22 heures, on finit par l'amener à la prison, à Gradignan, par exemple. Et après, on rentre chez soi, quoi. Et là, ça fait largement plus de 48 heures qu'on n'a pas vu le jour, quoi. Ça peut être donc ça, et ça dépend de l'événement. Mais quand ça tombe, quoi. C'est comme ça. Et donc il y a cette instabilité, on ne sait jamais. En fait, dès que le téléphone sonne, on ne sait jamais pourquoi on part vraiment. Donc ça c'est le premier facteur de déstabilisation. Mais après, il y a la charge procédurale. C'est-à-dire qu'il y a la pression, parce qu'il y a des gens qui légitimement demandent où en est leur affaire. Et effectivement, il y a de l'urgent, du très urgent et du très très urgent à chaque fois, quoi. Et il y a des piles comme ça qui se constituent, avec des dossiers parfois qui nécessitent des enquêtes très complexes. Alors on les garde, mais on est obligé de les garder sous le coude, mais parfois ça dure plusieurs mois. Alors il faut rendre compte au parquet pourquoi c'est si long, mais c'est parce qu'à chaque fois, on prend quelque chose dessus. Allez hop, un viol, allez hop, un accident de la route pendant que je suis en train de prendre une garde à vue, allez hop, pendant que voilà. Mm. Et donc ça fait que à un moment, même sur les phases de repos, quand on rentre, on n'arrive pas, quoi. On n'arrive pas à décrocher. Même 2 jours de repos, c'est pas suffisant pour sortir tout ce qu'on a dans la tête. Et ça, sur la longueur, ça conduit effectivement à avoir beaucoup de dépression, de suicide Oui, de ou de choses comme burn-out. ça. Oui, oui. Ouais. En temps de repos, par exemple, moi, j'étais adjoint au commandant de brigade. Ça m'est déjà arrivé de faire des plannings. La plupart du temps, on ne peut pas excéder 11 jours de travail consécutifs sans repos, mais des fois, il y a des gars, ils le font. S'ils veulent cumuler des repos lundi, mardi, samedi, dimanche, lundi, mardi, on est obligé de leur faire 11 jours. Moi, ça m'est déjà arrivé de travailler 11 jours, de me prendre une affaire en tant qu'OPJ. Donc, j'étais officier de police judiciaire, j'étais de permanence ce jour-là, une affaire de séquestration avec acte de torture et barbarie. J'ai été obligé de rester, de continuer, en fait, de finaliser tous mes actes de procédure, vu que je me suis transporté sur place et tout. C'était mon 11e jour d'affilée et j'ai dû rester jusqu'à 13 jours avant de partir en repos, quoi. 13 jours de travail non-stop et c'est pas des journées de 6 ou 7 heures, quoi. Mm. Voilà. Donc, voilà, c'est un métier qui est très, très dur. Et là, je le vois, moi, sur la jeunesse, par exemple, quand j'ai été instructeur, on savait on a de plus en plus de retours. Maintenant, on a beaucoup de jeunes, au bout de 3-4 ans, ils s'en vont. S'abandonne. Ils n'étaient pas prêts pour ça, quoi. Ils n'étaient pas prêts pour ça parce qu'on travaille, non seulement on travaille à flux tendu, il y a des difficultés de recrutement qui sont liées à plusieurs facteurs. Ils sont liés à une dépréciation déjà de l'image de la police et de la gendarmerie, Oui, qui est somme toute légitime quelque part, parce que ça donne plus envie. C'est lié au fait que les gens sont réalistes et se rendent compte que la délinquance, elle a complètement changé et qu'aujourd'hui, le monde est réellement dangereux. Donc, c'est un métier aussi qui est beaucoup moins confortable. On ne porte pas la tenue, on n'est pas protégé parce qu'on porte la tenue aujourd'hui. Aujourd'hui, on est un paratonnerre parce qu'on porte la tenue. C'est pas pareil. Donc, c'est un métier qui est très dangereux. Et donc, ça dissuade beaucoup de rentrer. Et puis, globalement, il y a aussi, par rapport aux attentes du métier, il y a quand même au niveau du recrutement une baisse globale du niveau et une baisse globale des attentes qui a même été, enfin, qui a rendu
obligatoire le fait de descendre les critères de recrutement, notamment sur les épreuves sportives et tout ça. Donc, Ouais, c'est très compliqué. L'un dans l'autre, en fait, on a à la fois une société qui se durcit, qui nécessiterait plus de moyens. Il n'y a pas spécialement plus de moyens, il y a des difficultés à recruter ces moyens, et ces moyens, quand on les a, ils s'en vont. Donc, c'est vraiment très compliqué, quoi, aujourd'hui, les ouais, forces j'en de l'ordre. parlais encore avec on dit une gendarmette? Non, une gendarme. Je Oui, sais ouais. pas comment, on sait plus comment sur les choses. Et en fait, elle me disait qu'elle en avait ras-le-bol de se faire insulter. Et là, elle me dit là depuis ce matin, en plus, voilà, je me suis fait insulter dans tous les sens. On a mis la personne en cellule, mais elle me dit, je sais très bien elle va être relâchée dans voilà, à peine quelques heures. Elle me dit vraiment, elle avait pas le moral. Elle s'est confiée, elle avait pas le moral. On pouvait plus. Et Ah, je me suis dit, on le voit fréquemment. Moi, terrible. une fois, j'avais eu comme ça, je suis appelé à 10 heures du soir, un accident de la circulation. J'arrive, donc ça, apparemment, il y avait un conducteur qui avait un enfant à bord. Bon, on arrive, l'enfant est pris en charge par les personnes qui ont téléphoné. La voiture, elle est à la sortie d'un virage sur le toit. Et le conducteur, il était tranquillement en train de pisser dans les rangs de vignes à côté. On ne sait pas ce qu'il attendait, mais il s'en foutait complet. Et quand on arrive en fait pour le voir, il commence à devenir très violent, très virulent, quoi. Et en réalité, il venait de sortir de prison. Il venait de sortir de prison. Il avait un bracelet électronique, donc il terminait sa peine libre, le gars. Et en fait, il était donc sous l'emprise de l'alcool et de la cocaïne au volant, avec sa gamine de 5 ans, Super. qui heureusement n'avait rien eu dans l'accident. Donc, j'ai été obligé, malgré tous ces simagrées, et c'est tout à fait normal de le placer en garde à vue. Et puis, ça, c'est normal. Et normalement, il devait retourner en prison. C'est tout à fait normal compte tenu de son comportement irresponsable. Et je passe la garde à vue où ça a été très violent, où il a fait des grandes scènes, parce que là, c'est des gens qui, après, ils misent le tout pour le tout, parce qu'ils savent qu'ils vont retourner en prison, donc ils essayent tout. Et malgré tout, bah, pareil, il part en comparution immédiate. Au départ, j'ai quand même de l'espoir, parce que je vois le président du tribunal qui reprend ce que j'avais fait sur le PV de transport. Et je l'avais pris en photo en train d'uriner là, à côté de sa voiture, justement, au moment où on est arrivé. Et je l'ai acté dans mon PV de transport pour montrer un peu l'état d'esprit de cette personne, quoi, Ouais, qu'il le s'en foutait. spécimen. Voilà. Et le magistrat a suivi. Donc j'étais content. Et le gars, il reprend un enferme derrière. Bon, Bah, je c'est me dis plutôt, oui. enfin, Ouais. après, c'est un enfer, mais de toute façon, il avait le bracelet là encore, hein, il n'était pas libre, hein. Et 3 mois après, j'ai une collègue qui l'a recroisé à la poste. C'est dingue. Ah oui, Voilà. c'est pour ça Non, que, mais ça, c'est une anecdote, mais c'est ouais, un quotidien. C'est un c'est ça. quotidien vécu. C'est, Ouais, mais même quand on a la vocation, ça peut décourager beaucoup de monde, quoi. C'est ça finit difficile. par décourager. Ça Ah finit. oui. Voilà. Et puis après, bah, effectivement, il y a tout ce qui est rapport à la mort et tout aussi, où ça, c'est pas drôle parce qu'on doit gérer. Contrairement en fait aux SAMU, aux pompiers, tout ça, où eux, ils passent d'un événement à un autre. Une fois qu'ils ont traité une scène d'accident, hop, on passe à un autre. Eh ben, Mm. le gendarme, lui, c'est un peu différent. Il va faire les constatations sur le corps, parfois, sur un suicide. Puis après, ben, il va devoir assister à l'autopsie. Il va devoir entendre tous les membres de la famille, il C'est va lourd. devoir enquêter, il va garder les photos du dossier, il va Mm. voilà. Et en Je fait, peux ça, c'est des intervenir choses si qui, tu veux. Pardon, je à disais chaque pas fois, de si- voilà, ça traîne en fait, ça traîne et ça fait des charges mentales supplémentaires. Et le plus dur, c'est ce que j'ai toujours dit moi dans ce type d'affaires, c'est pas tant la mort, parce que la mort après on s'y habitue tristement, mais c'est comme ça. Je veux dire, de voir des corps disloqués, des choses comme ça, voilà. Mais c'est le vivant autour du mort qui est dur à gérer. C'est les gens de la famille qui sont en état de choc, vont rentrer dans leur sphère intime chez eux, leur fils s'est suicidé, les parents sont en état de choc. C'est ça qui est dur à gérer. Et c'est ça en fait qu'on prend sur soi.
dans ces métiers-là. Et il faut quand même rappeler qu'il y a, enfin, en tout cas, c'était le cas. Moi, je suis parti en 2022. C'est pas si vieux que ça. À mon époque, il n'y avait pas d'aide psychologique ou quoi que ce soit. Ils ont mis un psychologue dans certaines compagnies comme ça, mais Mm. il y a très peu, voire aucun. Moi, j'ai jamais connu un seul accompagnement. Donc, C'est- c'est très compliqué des fois. Ouais. Oui, par rapport aux États-Unis, où je sais que eux, dans tous les services, s'ils ont besoin, ils ont un psychologue presque à demeure, quoi, qui est là pour les entendre s'ils ont besoin de se confier ou je Ouais, sais ça que peut être bien, ouais. ouais, Après, et c'est un peu comme parce que voilà, quand on fait des trucs, bon ben, ça m'est déjà arrivé, moi, et je jette la pierre à personne, hein, que ce soit dans ma famille ou quoi, mais ça m'est déjà arrivé, par exemple, de faire une personne qui se suicide sous un train. Alors, c'est pas joli à voir, hein, c'est vraiment. Et avant que brûle. on rentre Hein. le soir, on raconte ce qu'on a vu, et en fait, on a l'impression que votre entourage, il vous écoute, mais sans vous écouter, quoi. C'est comme si on parlait d'un film un peu, mais on a l'impression de ne pas être compris par rapport à ce qu'on vient d'absorber. C'est ça qui est compliqué. Historiquement, ça me rappelle un petit peu dans une autre mesure, bien sûr, mais les poilus, quand ils rentraient du front en 14 et qu'ils retournaient à la vie civile, ils avaient un sentiment d'être incompris, parce que constamment, ils voyaient des gars avec le visage arraché, des choses comme ça et tout. Et en plus, eux, ils avaient un traumatisme parce que c'était directement leur intégrité, à chaque coup de sifflet qu'ils remettaient en question. Ils pouvaient finir comme leurs camarades. Et ça, en fait, c'est difficile de le faire partager aux autres. C'est vrai que, enfin, c'est compliqué, en fait. Il y a qu'en le vivant qu'on peut comprendre que, voilà, quand on a été braqué par quelqu'un avec une arme, euh, il y a qu'en le vivant que le lendemain, on l'a devant soi, on l'entend, le gars, on est devant l'ordinateur et tout. Putain, on se dit, ce mec-là, là, excusez-moi de parler comme ça, mais cet ivrogne-là, il a failli m'emporter la vie. Je veux dire, c'est, voilà, c'est pourquoi je suis là et Oui. je prends son audition et tout, mais j'en pense pas moins, quoi. Je me dis, putain, on est passé à deux doigts quand même. C'est dingue. Voilà, Oui, et les gens voient mais tellement de choses moches avec ils sont là avec les chaînes d'infos 24/24, avoir que en fait je suis plus sûre qu'ils soient touchés. Moi, des fois, c'est ce qui me choque, parce que alors c'est pour ça que je parle souvent d'hypersensibilité, même chez les enfants, parce que je pense oui qu'il y a une population hypersensible, très minoritaire bien sûr, mais je pense qu'il faut vraiment être hypersensible pour comprendre, pour arriver à capter. Ce genre de choses. Et c'est pas facile à vivre. ouais, c'est sûr. Je le sais, c'est pas facile à vivre, mais c'est vrai de s'endormir le soir et moi je pense aux enfants dans le monde partout ici, et c'est compliqué parce que en fait vous avez votre cerveau qui arrête pas, et qu'est-ce que je peux faire et voilà, parce qu'on aimerait intervenir, on aimerait faire plein de choses et c'est pas simple. Et aider les personnes qui sont confrontées comme vous en direct à ce genre de choses, mais je n'ose même pas imaginer, parce que déjà moi, sans y être confrontée complètement, déjà c'est insupportable. Déjà rien que d'y penser. Alors j'imagine bien que de vivre les choses comme ça et frontalement, waouh. Le problème après, c'est que les gens, tout à l'heure, je parlais de dépréciation du métier, mais c'est vrai, parce que les gens, ils le voient qu'à travers deux choses essentielles. Ils le voient à travers tout ce qui est maintien de l'ordre qu'on montre à la télévision. C'est ça. Donc, ils voient les compagnies de CRS et de gendarmes mobiles qui se confrontent à des manifestants et puis c'est zoom sur les violences, quoi. Donc, ouais, effectivement, mais alors ça, j'ai envie de dire, c'est un métier à part entière, le maintien de l'ordre. C'est vraiment un métier à part entière dans le métier. Mais c'est pas le métier d'enquêteur de terrain, c'est pas le métier du gendarme qui est en brigade, c'est pas le métier du gendarme qui est en unité de recherche non plus. Ben, c'est bien de vous Euh, entendre dire ça, François. Je pense que c'est tellement important. Faut le dire parce que les gens font un et amalgame après total. l'autre truc, c'est la route, c'est la répression routière. Et ça, ça, à mon sens, c'est une catastrophe. Parce que, outre le fait que ce soit une cause qui soit, à mon sens, complètement dévoyée, c'est-à-dire que
il y a légitimité à faire en sorte que, comment dire, il y ait une sécurité sur la route, ça c'est clair, parce qu'il y a des comportements où c'est du n'importe quoi. Enfin, j'ai vu des trucs de fou des fois. Et surtout, et je parle de comportement. Je parle pas de la vitesse. Je parle pas de tous ces gens qui se font arrêter parce ils ont roulé 10 km/h au-dessus. Je parle de comportement, c'est-à-dire des gens qui prennent le volant, ils sont complètement bourrés, ou alors ils prennent des traitements de médicaments qui les mettent dans des états pas possibles, ou alors ils sont complètement sauvages au volant et ils font des trucs violents, n'importe quoi. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont à réprimer. Mais là, on a créé une espèce d'automatisation, on va dire, c'est quasi machinal. Le but, c'est vraiment de taper sur les gens qui font C'est les clair. excès de vitesse, les petits trucs. Et ça fait vraiment un pot déguisé, le truc. C'est vraiment. Et le problème, c'est que les forces de l'ordre, elles ont, à mon sens, clairement été instrumentalisées là-dedans parce qu'il n'y a pas de discernement, en fait, dans la manière d'opérer. On leur dit, voilà, vous êtes dans la mission, c'est la bonne mission, c'est la mission de sécurité routière, donc vous mettez un radar, vous prenez tout ce qui roule 10 km/h au-dessus et vous verbalisez de façon machinale. Voilà. Mais ça a été un désastre pour la gendarmerie et la police Oui, en pour termes l'image. d'image. Ah oui, c'est Voilà. terrible. Moi, je soupçonne le politique de faire une pierre deux coups parce que d'un côté, il faut admettre que c'est quelque chose qui est extrêmement lucratif et de l'autre, ça Mmh. participe en même temps à faire en sorte que la population, elle aime pas trop les forces de l'ordre et C'est clair, qu'elle les craigne, quoi. c'est Voilà, ça clair. c'est clair. Parce que si on demande vraiment dans quel contexte les gens ont réellement peur des forces de l'ordre, alors manifestation mise à part depuis les Gilets jaunes, et je dis bien depuis les Gilets Oui. jaunes, Et le c'est la Covid? route. Et le Covid qui Tout a ce qui suivi revient, quand même? ouais, le Covid aussi, Mmh. mais tout ce qui revient à chaque fois, c'est la route. Faites un repas de famille, vous Ah avez oui, un gendarme à table, on va lui parler que de ça. Ça va être, voilà. Et ça, c'est vraiment c'est désastreux pour l'image. Moi, je sais que quand j'étais sur le terrain, euh, j'avais des collègues qui faisaient, je sais pas, moi, ils faisaient 60 timbres amendes par, euh, par mois. Hein. Alors maintenant, ça se fait sur sur le néogendre, donc c'est des PV qu'on rentre de façon numérique, mais c'était la même chose. Bon, on le faisait aussi avec les néogendres. Moi, j'en faisais 5 par an. 5 par an. Voilà, en général. Tout ce que je faisais, par contre, c'était souvent de la procédure de délit de police route, c'est-à-dire des gens qui roulaient alcoolisés ou des choses comme ça. Là, voilà, ça m'intéressait plus, mais aller verbaliser le petit papy qui avait oublié de mettre la ceinture pour aller chercher sa baguette, ou alors le gars qui roulait sur une grande deux fois deux voies à 20 km/h au-dessus parce qu'il était tout seul sur la route, c'était vraiment pas mon dada, ça. Je n'aimais pas ça. La contrepartie, c'est que j'avais négocié, moi je récupérais des dossiers judiciaires plus complexes par contre. C'était la d'accord. contrepartie. Mais je me rappelle quand j'étais jeune chef, on allait régulièrement déposer des procédures sur le bureau du commandant de communauté de brigade. Et je me rappelle, je m'en fous, je peux le dire maintenant, mais il avait un petit carnet avec nos noms et il avait des petits bâtons comme ça sur les TA pour savoir ce qu'on faisait. Et il ne le faisait pas par plaisir, c'est parce que plus haut à la compagnie, on lui demandait du résultat en fait. Oui. Donc c'est ça, Toujours c'est et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que la politique de sécurité routière, là, c'est une politique. Il faut vraiment employer ce mot-là, c'est de la politique. C'est pas, on n'est pas encore là. Là, c'est encore le cheval de Troie de la bienfaisance. C'est comme pendant le vaccin ou tout le reste. À chaque fois, on vous dit c'est pour votre bien, mais c'est pas géré de la bonne façon. C'est pas géré de la bonne façon. Euh, voilà, mais le mais problème comme c'est aujourd'hui, voulu, comme c'est mais, voulu. mais le problème, c'est qu'on est dans une situation extrêmement difficile parce qu'on a aussi généré, parce que ça, il ne faut pas se le cacher, il y a beaucoup d'endroits en France où, alors c'est assez inégal sur le territoire. Si on va au fin fond de la Creuse, par exemple, on ne va pas avoir trop de débordements et de comportements, on va dire, qui nécessitent d'être réprimés. Mais si on va en Île-de-France, ou en région marseillaise, ou autour de Bordeaux, Toulouse, ou des villes comme ça,
on va en voir beaucoup. Aujourd'hui aussi, c'est ça le problème, c'est qu'on a laissé pourrir la situation. On a créé un climat qui ne peut que justifier la répression à outrance. Parce qu'on est dans un climat un peu chaotique, justement. Et aujourd'hui, c'est très difficile de dire, voilà, votre politique de répression routière, elle est pas juste, elle n'est pas adaptée. Parce que eux, derrière, ils ont généré le chaos pour qu'elle soit indispensable quelque part. Me dire, ouais, mais regardez les bandes d'irresponsables et les hordes de fous qu'il y a, et regardez ce qu'ils vont faire si demain on arrête la répression. Voilà, c'est comme ça qu'on est tenu, et ça, c'est très difficile. Ça, c'est très difficile à gérer. Donc là, Ah, ils ont bien travaillé, hein, de toute façon, que ce soit bah, dans la sur les métropole. deux fronts, sur les deux Oui, fronts, parce que si on, si oui, on se, si on se replonge, par exemple, dans la France des années 60-70 en matière de sécurité routière, alors certes, il y avait plus d'accidents, mais les accidents, ça n'avait rien à voir. En termes de cause, il y avait les véhicules qui étaient beaucoup moins sécurisés, donc il y avait beaucoup plus d'accidents mortels qu'aujourd'hui, mais c'était lié aux véhicules, c'était lié aux oui. capacités, aux distances de freinage. Voilà. Il y avait d'autres types de comportements. Il y avait des phénomènes qu'on connaît aujourd'hui qu'on ne connaissait pas à cette époque-là. Les rodéos, par exemple, les rodéos urbains ou les choses comme ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça existe. Euh, voilà, les vitesses, par exemple, sur lesquelles on sanctionne les gens aujourd'hui sont les mêmes qu'à l'époque. À l'époque, rouler à 130, c'était déjà, compte tenu des performances du véhicule, aller vite, effectivement. Aujourd'hui, à 130, quand on achète une voiture moderne, on n'est pas en insécurité si on dépasse les 130. C'est Ah non. plus, c'est plus pareil. Par contre, on a gardé en fait les mêmes critères pour sanctionner les mêmes limites pour sanctionner les gens, quoi. Mm. C'est ça qui. Et en fait, il faut vraiment regarder les incohérences et les décalages qui se sont créés comme ça tout au fur et à mesure du temps. Et c'est vrai que quand on met en parallèle certaines situations, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est exagéré dans la. Voilà, c'est un exemple pour la politique de sécurité routière, mais c'est valable dans plein d'autres domaines. Bien sûr, oui, oui, on pourrait parler de la santé, on pourrait parler de plein de choses. Voilà, c'est c'est terrible. Et puis après, bah, on a les gens sur la route. Moi, je le vois parce que je prends un VSL, j'ai besoin d'aller à l'hôpital tous les mois régulièrement. Et je vois j'ai des fois des chauffeurs de taxi différents et qui m'expliquent que eux, bah, ils sont bien placés pour avoir vu le changement sur la route, quoi. Et ils disent, mais c'est dramatique. Des gens qui, des fois, oui, grillaient une priorité, bah, s'excuser, mais non, mais il dit maintenant, il y en a un qui va griller une priorité, bah, vous allez lui faire remarquer, c'est limite, vous êtes en danger, vous allez vous faire insulter, puis limite, il va se garer sur le côté pour essayer d'en découdre. Enfin, on est dans autre chose, quoi, en fait. Voilà. Il y a plus, il faut même faire attention, quoi, parce que avant, spontanément, on montrait aux gens qu'ils avaient fait quelque chose de mal, ou qui ne savaient pas le mythe clignotant, mais maintenant, je pense que ils ont jeté un mégot par la fenêtre. Moi, alors ça, c'est le truc qui m'horripile. Donc, je suis capable de, voilà, de poursuivre un peu et puis d'expliquer que, oh, le mégot, là. Mais bon, maintenant, je me calme, quoi, parce que je me C'est dis, tout le paradoxe de la société. Par exemple, si on prend l'exemple de la sécurité routière, comme je le dis, il y a une forme de répression, presque à outrance, mais qui est volontaire et qui est très lucrative. mm, Et à l'inverse, il y a un recul du régalien en matière de sécurité et de protection individuelle. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui se radicalise. En fait, comme je disais tout à l'heure, elle se fragmente. En se oui, fragmentant, quelque part, elle crée des gens de plus en plus radicalisés et ancrés sur leur position. Et les gens, en se fragmentant, aussi entretiennent les individualismes. Au lieu de faire cohésion et de faire masse et d'être dans un esprit plus collectif, qui s'en remet justement aux régaliens et aux règles établies, mm, là, les gens, maintenant, aujourd'hui, se sentent abandonnés. Ils se sentent abandonnés, donc ils sont individualistes et ils sont radicalisés sur leur position et la violence augmente. Et ça accompagne le recul du régalien. Et c'est comme en matière de légitime défense ou autre. La légitime défense, ça revient sur le devant de la scène. Et pourquoi ça revient sur le devant de la scène et pourquoi il y a de plus en plus de gens qui
qui sont victimes et qui pourtant sont quand même amenés à comparaître devant des tribunaux à cause de la violence et tout, c'est parce que derrière, il y a un recul du régalien, il y a l'État qui assure plus sa mission de sécurité. Mais ça fait longtemps, hein, quand même, parce que moi, je me souviens, il y a au moins je vais pas dire une trentaine d'années. Oui, oui, trentaine d'années. Moi, j'avais un ami, il y a un ami qui avait dans la rue qui s'était défendu. Il avait été attaqué pour être volé, quoi. Et comme il faisait de la boxe, il s'est défendu. Et déjà, à l'époque, il y a 30 ans, il a été condamné. C'est lui qui a été condamné il a pris 6 mois avec sursis, mais c'est quand même pour le faire. C'est lui qui s'était fait attaquer, quoi, parce qu'il avait osé utiliser son sport pour se défendre. Alors que Alors, quand même. c'est pas surprenant Ah, dans le sens où moi, j'ai écrit tout récemment un opuscule de droit qui s'appelle Comprendre la légitime défense en oui, droit j'ai vu. français. Oui, c'est bien que vous Et en c'est parliez. pour, ouais, c'est pour expliquer justement ces incohérences, parce que quelque part, effectivement, chez quelqu'un de sensé, ça semble assez cohérent et c'est normal, c'est parfaitement légitime. Mais c'est pour expliquer pourquoi, en vertu du droit français, ça fonctionne comme ça. Et si ça fonctionne comme ça, c'est aussi parce que la France a une vision de l'homme qui est très particulière. Elle se base en fait sur la confrontation, on va dire. C'est rousseauiste, hein, c'est du Rousseau, mais on part du principe que l'homme à l'état de nature peut faire tout et n'importe quoi pour assurer sa survie, et que dans une société, on a besoin en fait d'établir un contrat social pour faire en sorte justement que ce ne soit pas l'anarchie et le chaos, et que ce ne soit pas la loi du plus fort par rapport à cet état de nature. Et dans l'esprit français, il y a une forme de centralisation du pouvoir et une forme de mainmise sur l'individu, où on va chercher à le déresponsabiliser au maximum pour substituer l'État en fait à sa propre personne et tout encadrer. Et en droit français, donc, qui est du droit romain, la légitime défense est quelque chose de strictement défini. Ça correspond à un État qui nécessite 3 critères cumulatifs. Donc, cumulatif en droit, ça veut dire qu'on ne peut pas se dispenser de l'un ou de l'autre. Donc, il faut ces 3 critères, c'est proportionnalité, nécessité et simultanéité. Donc, il faut vraiment ça. Et dans le critère de proportionnalité, effectivement, les moyens utilisés doivent correspondre à la gravité de l'atteinte. Donc après, il faut voir. Et les moyens, ça peut être d'avoir des sports de combat, d'avoir une arme de défense ou quoi que ce soit. Et c'est ça va être évalué. La problématique, c'est que c'est quelque chose de très conceptuel et très théorique qui nécessite pourtant de prendre... Enfin, quand on se défend, on a une seconde pour réagir, on doit prendre une décision très rapide. Mais derrière, c'est soumis à l'interprétation des juges pendant plusieurs mois, une fois que le dossier est traité. Donc, c'est toute la difficulté, et ça encadre tellement la personne finalement que c'est très compliqué d'avoir sa propre marge d'interprétation. Et c'est toute la différence entre la conception de l'homme en France et par exemple la conception de l'homme aux États-Unis, si je prends un système qui est radicalement opposé au système français. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on accorde une capacité de jugement à l'individu au moment des faits, alors qu'en France, l'individu doit correspondre au texte et c'est les juges qui jugeront de son acte après derrière. Mais ce n'est pas à lui de juger si son acte est légitime sur le moment ou pas. Quand je dis ça, c'est parce que, par exemple, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la perception raisonnable du danger. La perception raisonnable du danger, elle vient se confronter, par exemple, aux critères de simultanéité en France. En France, on est obligé d'attendre que l'agresseur passe à l'acte Oui, c'est ça. pour pouvoir Mais bien sûr. répondre. Alors qu'aux États-Unis, on s'en remet au jugement de la personne et donc à son bon sens, et que si elle a une perception raisonnable du danger et qu'elle peut la justifier après a posteriori, qu'elle peut dire oui, j'étais dans un contexte qui fait que j'ai été vraiment en danger à ce moment-là. L'individu faisait 1,90 m, il était très agressif, il est venu vers moi en vociférant des insultes. Je suis une petite femme d'une cinquantaine de kilos, j'avais rien pour me défendre. Voilà, j'ai dû prendre le truc qui traînait par terre et le frapper à la tête avec. Et ben, aux États-Unis, on en tiendra compte de tout ça. En France, on regardera vraiment le rapport de cause à effet à chaque fois. Ah oui, mais est-ce qu'il vous a tapé? Est-ce qu'il a fait ci? Voilà. En contrepartie, vous avez été jusqu'où? Est-ce que vous aviez possibilité
de prendre la fuite au moment des faits. Ça, par exemple, c'est la nécessité. Est-ce que c'était nécessaire d'utiliser la force contre votre agresseur? Aux États-Unis, ils ont une loi qui s'appelle Stand Your Ground. À partir du moment où j'ai toute légitimité à me trouver dans un endroit, il n'y a aucune raison que je le quitte parce que je me fais agresser, par exemple. C'est deux points de vue complètement différents, mais il y a un point de vue qui accorde beaucoup plus de capacité de jugement et puis finalement de droit à la victime que le point de vue français, qui est très égalitaire finalement, puisqu'en fait, ils traitent d'égal à égal dans leur action l'agresseur comme la victime. Et c'est pour ça que dans certaines situations, l'agresseur est entendu en tant que mise en cause et parfois la victime est parallèlement entendue en tant que mise en cause aussi. Bah, moi, Voilà, vous c'est allez très rigoler. le Pardon droit de vous français. couper, François. On est dans un village, donc bon, c'est plutôt tranquille normalement. Et mon fils, en allant me chercher quelque chose au marché, en fait, s'est fait agresser. Et en fait, il fait de la boxe thaï. Il s'est défendu parce qu'il l'a attrapé par le sac à dos et il a eu peur, Samuel, il lui a mis un coup de poing, quoi. Il s'est défendu. Et quand il est arrivé à la maison, bah, il tremblait, hein, il n'était pas bien et tout. Mais je lui dis que tu as quelque chose, il avait rien. Je lui dis, bah écoute, tu sais quoi, t'as rien, on va laisser tomber, quoi. Parce que, en fait, avec l'expérience que mon ami déjà il y a 30 ans avait eue, je me suis dit, ça sert à rien d'aller porter plainte, de toute façon, parce que limite, ça va nous retomber dessus, quoi, en fait. Donc, j'ai préféré qu'on n'aille pas porter plainte et qu'on perde pas de temps et que Samuel soit pas traumatisé à témoigner, etc., etc. Parce que je me suis dit, la situation est capable de basculer dans un autre sens et ça va nous retomber dessus. C'est tout le problème de la légitime défense en France, c'est qu'aussi il y a ça crée quelque part, enfin c'est contre-productif parce que ça crée chez les victimes potentielles justement Voilà. une réticence à se Ah défendre. bah, C'est-à-dire il s'est que défendu, par contre, mais il s'est défendu. sans être victime, hein, on se pose la question Mm. dans la rue, de toute façon, si je suis agressé, qu'est-ce que je dois faire comment je dois réagir pour pas avoir d'ennui, quoi. Ben oui, Et c'est pas normal qu'on en arrive là quelque part, c'est ça, c'est ça. effectivement. Et Après, lui, il a 14 ans, donc il est impulsif. Donc, mais ça aurait pu être dangereux parce que l'autre aurait pu sortir un couteau ou ce sont des gens dangereux, quoi. Donc, j'ai dit à Samuel, écoute, il t'a insulté, il fallait continuer ta route et pas t'arrêter. Mais à cet âge-là, ils ont pas cette, voilà, et il est là, dans donc mon je vais rien opinion, il y dire. avait Sans même que une je- décision qui était rendue par la Cour de cassation. Alors, je sais plus si c'était Reims ou je me rappelle plus, mais c'était un homme qui était septuagénaire, seul chez lui, de nuit, il habitait donc un immeuble, au rez-de-chaussée d'un immeuble, et il avait une bande de jeunes qui faisaient le bordel la nuit, comme ça. Et donc c'était l'été, et il y en a un qui a essayé de rentrer chez lui. Et en fait, lui, il les entendait et tout. Et il a pris son arme de chasse et il a fait feu sur le gars au moment où il commençait à passer sa fenêtre. Et il l'a blessé à l'épaule. Et il a été condamné. Ouais. Et il a été condamné sur la base du fait qu'il aurait pu, dans un premier temps, Faire alors peur, c'est là tirer en l'air, non? Tirer en l'air déjà? c'est là qu'il y a un vrai sketch, c'est-à-dire qu'il est condamné pour avoir tiré, mais la Cour lui reproche de ne pas avoir bluffé, entre guillemets, c'est pas le terme qu'ils emploient, mais de ne pas avoir menacé la personne de faire feu, avant de faire feu, Voilà. déjà, dans un premier temps. Alors, c'est bien de reprocher de ne pas menacer de faire feu, mais si on ne peut pas faire feu derrière, c'est quand même assez ironique, assez cynique même, j'ai envie de dire. Et puis la deuxième chose qui a été retenue, c'est le fait qu'il n'ait pas abandonné son appartement. Pourquoi il n'a pas pris la fuite? Pourquoi il n'a pas quitté son appartement? Ouais, Alors bien qu'il sûr. était en capacité de le faire. Voilà. Et en fait, ce genre de décision, effectivement, bah, ça remet en question plein de choses parce que ce monsieur, il bénéficie quand même de beaucoup de circonstances atténuantes qui sont liées à son âge, à son état de faiblesse, au fait qu'en face, il y a un jeune qui grimpe, mais il y en a d'autres en bas, ils sont nombreux, qu'il a le droit d'avoir peur, il est seul, c'est de nuit. Enfin bon, il y a plein de facteurs qui font que, on peut comprendre sa réaction quelque part. Et pour autant, il a été mis en cause et condamné pour ce qu'il a Mm. fait. Voilà. Ouais, Donc ça, c'est très particulier le droit français là-dessus, hein. Dans notre émission, il y a des petites questions. Il y a ce qu'on a fait de bien pour vous, ce que vous avez fait de bien pour les autres et ce que vous faites même de bien pour vous. Et
en même temps, ça va nous amener sur des sujets. Normalement, vous seriez en face de moi, vous vous poseriez les questions à vous-même. Mais là, si vous voulez bien, c'est moi qui vais vous les poser. Et voilà, et on part là-dessus et vous me dites, vous me répondez à mes questions si vous le voulez, bien sûr. Si les questions ne vous conviennent pas, je change, il n'y a pas de souci. Alors. Avez-vous déjà été une source de joie pour quelqu'un sans que la personne s'en rende compte sur le moment? Sans que la personne s'en rende compte sur le moment? Oui, Bon, je pense que oui, oui. Ouais. Oui, 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 parce que, et je pense qu'on l'a, tous, on a dû l'être dans notre vie quelquefois, mais c'est vrai que il suffit en fait de voir des gens. J'ai la chance de pouvoir rencontrer beaucoup de personnes quand j'assiste, enfin, que ce soit au cours de mes conférences ou quand j'interviens quelque part ou quand je suis sur un salon ou quoi. Et le fait de discuter avec les gens, de voir qu'on est dans le partage, de voir on s'oriente sur les mêmes choses, qu'on combat les mêmes ennemis, tout ça. On voit que les gens sont contents. On voit que le fait qu'il y ait des voix qui portent comme ça les rend contents. Rien que ces moments d'échange-là, on est dans quelque chose finalement de joyeux et porteur d'espoir. Ça, c'est quelque chose qui est très beau. Après, je l'ai vu à travers les livres que j'écris aussi. J'ai eu des retours où voilà, on sent la satisfaction des gens. Parce que le livre, moi, au départ, si j'aime écrire, c'est parce que j'aime transmettre. C'est quelque chose que. Voilà. Et j'aime transmettre aussi toute une sensibilité. Ça passe par le maniement de l'écriture, ça passe par les idées, ça passe par la pensée. Et c'est quelque chose qui finalement atteint son point d'orgue quand on a le retour de satisfaction des gens. Voilà. Des fois, ils sont pas là à nous dire je suis heureux, je suis joyeux, mais on voit que ils sont contents et qu'à leur tour, après, ils ont envie de partager ce qui a été écrit. Là, on se dit mission accomplie parce que le but finalement, c'est d'essayer d'éveiller, d'apporter quelque chose de plus aux gens. Parce que plus on en apporte, mieux c'est. Tout comme moi, plus j'en reçois, mieux c'est. Plus j'ai des gens qui sont en capacité de m'apporter quelque chose, plus je peux grandir et puis plus ça peut m'aider, ça peut contribuer à développer aussi mes pensées. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux Oui. et c'est un peu ce qui fait ça, c'est ce qui fait la joie quotidienne quand on est un peu dans le milieu comme ça, un peu de résistance, on va dire, à ce système. Quand on veut sortir un petit peu de ça, c'est la bonne partie, ça. Oui, C'est le alors côté un peu oui, qui émule. ce qu'on n'a pas dit encore aux gens, moi je me suis intéressée à vos livres et vous avez écrit 2 livres surprenants et voilà, j'invite tout le monde, d'ailleurs on va les mettre voilà, en lien, on les mettra même en photo parce que vraiment ce sont des livres hors du commun, vous avez vraiment plusieurs cordes à votre arc parce qu'on va dire qu'en plus voilà, vous savez manier les mots, vous savez dessiner, vous faites vos couvertures et puis c'est un vrai plus parce que on parlait tout à l'heure un petit peu hors antenne, on va dire, de l'art, mais oui, vous êtes en plein dedans, vous faites passer des messages à travers vos livres et j'invite tous nos petits fans à vraiment, on va leur mettre, je le répète encore, hein, on va vous mettre tous les liens, mais vraiment, vous ne serez pas déçus. Allez lire les livres de François Dubois. Il y en a 2 qui apportent vraiment quelque chose. Et en plus, vous passez un bon moment parce que c'est fait sous forme de roman. Et que ce soit le premier ou le deuxième, bon, qui sont très différents. Mais je vous laisse un petit peu en parler. Mais franchement, bravo! Parce que c'est Ben, génial merci. d'arriver à faire Euh, passer autant de messages. Ces livres, c'est alors, autant de messages. Alors, c'est parce que j'ai une particularité, je pense. C'est quelque chose qui est assez propre à ma façon de travailler. C'est-à-dire que quand j'aborde une problématique, je l'aborde assez souvent de façon holistique. Donc, je balaye, on va dire, l'ensemble des sciences humaines pour traiter un sujet. Alors, pas toutes les sciences humaines, mais par exemple,
Mon premier livre, Alice au pays de Lucifer, il parle aussi bien de philosophie que de théologie, que de sociologie, que d'économie. Il mélange tout. Et ce n'est pas un mélange inutile, c'est parce qu'en réalité, tout est en synergie dans le monde. Il n'y a pas un angle qui doit permettre une vision en particulier. C'est la combinaison en fait, de plein de facteurs qui fait qu'on est dans telle dynamique ou telle dynamique. Donc c'est pour ça que j'ai cette approche-là. J'ai cette approche-là parce que c'est plus d'une décennie de travail en autodidacte sur différentes matières. Je n'ai pas voulu me spécialiser uniquement dans la sociologie ou l'ingénierie sociale. C'est des domaines que j'adore, c'est des domaines qui ressortent beaucoup dans mes écrits, mais il n'y a pas que ça. En faisant de l'histoire, en relisant de nouveaux livres d'histoire qui apportent des perceptions de l'histoire et des visions qui sont à mon sens plus réalistes, mais qui sont différentes de celles qu'on nous enseigne au quotidien ou qu'on enseigne à nos enfants. J'ai réenvisagé ma façon de voir la géopolitique. J'ai retravaillé de la géopolitique, mais de façon plus profonde. En travaillant la géopolitique de façon plus profonde, ça m'a mené vers le théologique, parce qu'on s'aperçoit finalement, en étudiant l'histoire des rapports géopolitiques, qu'il y a beaucoup d'influences théologiques dans les arcanes du pouvoir, tout ça. De l'étude de la théologie, j'en ai compris les déviances ésotériques. Des déviances ésotériques, j'ai compris en quoi les déviances ésotériques avaient mené au grand bouleversement, on va dire, post-révolutionnaire du monde tel qu'on l'expérimente aujourd'hui. Donc, il y a c'est la combinaison, en fait, d'un tas de facteurs. Et ces livres-là, chacun à leur façon, c'est comme des synthèses, quelque part. Alors, le premier, Alice au pays de Lucifer, je l'avais écrit pendant le Covid. Et un des moteurs vraiment réels de mon écriture, ça a été ma frustration parce que je ne comprenais pas l'attitude quasi mécanique, robotique des gens à obéir aveuglément aux consignes qu'on leur donnait, sans aucune capacité de discernement autour, sans comprendre, sans y mettre une once de morale, c'est-à-dire voir ce qui est bien, déceler ce qui est bien de ce qui est mal. Au contraire, ils étaient pris dans le piège de l'éthique et du relativisme, c'est-à-dire ce qui est bon ou mauvais pour moi, mais ils n'étaient pas capables de transcender cette vision et de l'élever au niveau de la morale, c'est-à-dire est-ce que je vais vers des choses fondamentalement bien ou mal. Là, donc ça, c'était une question qui était voilà, qu'il fallait traiter et qui était énormément frustrante. Et tout ça, pour moi, si je parle d'éthique et de morale, c'est pas pour rien, c'est parce que le monde du Covid, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un monde qui s'articulait sur l'inversion des valeurs. Et ça, il me fallait l'expliquer. Donc, je l'ai expliqué à travers plein de prismes différents. Celui de la philosophie, la société du spectacle, pour comprendre l'illusion, c'est-à-dire, donc ça, c'est du Guy Debord, mais c'est comprendre l'illusion qui fait que les gens obéissent aveuglément comme ça. Quelle mécanique? Donc là, c'est la mécanique spectaculaire. Et puis après, il y avait d'autres aspects qui venaient s'enchevêtrer. Donc les notions de morale, de bien, de mal, voilà, certaines évolutions, notre rapport à l'économie, au libéralisme, etc., à l'argent. Donc ce livre, il aborde plein de trucs et il profite justement de l'histoire d'Alice au pays des merveilles, qui est une histoire d'initiation pour les initiés, qui explique plein de choses sur le plan ésotérique. Et là, il fait tous les parallèles pour mettre en lien justement le monde des merveilles qui est pas un monde si fou que ça, puisque c'est notre monde actuel de valeurs inversées. Et c'est un livre qui aide à voir de l'autre côté du miroir. Donc, il est très particulier. Il a une approche qui peut paraître très complexe, mais qui en réalité se décode très très bien au fur et à mesure de la lecture. Et il apporte en plus de ça la vision eschatologique religieuse, Oui, puisque Alice, oui. c'est un conte qui se finit dans le chaos, hein, quelque part. Hein, c'est un conte qui se finit dans le chaos et sous le règne d'une femme habillée en rouge, quoi. Hein. Donc on s'est compris. C'est un peu, voilà, il y a cette dimension-là qui est très intéressante aussi dans le livre. Et puis l'autre, Captionnem, c'est un livre qui est beaucoup plus en phase avec les dangers à venir, on va dire. Voilà, le premier, c'est vraiment une approche synthétique ésotérique. L'autre, c'est vraiment les dangers de demain, quoi. Oui, avec Mais un en petit même côté temps, Matrix, ouais, avec un petit côté c'est Matrix, bien fait. mais en même temps, on retrouve
on retrouve quand même le côté aussi, parce que j'ai mis un prêtre dans l'histoire. Voilà, Ouais. je me suis même entretenu avec un prêtre que je connais parce que je voulais retranscrire les réactions du prêtre que je connais pour pas que le personnage, que les réactions du personnage soient les miennes. Je voulais que ce soit celle d'un prêtre. Donc, il m'en a beaucoup appris sur la doctrine de Saint Paul et autres. Voilà, donc j'ai pu retranscrire aussi pas mal de choses. Mais bon, le dernier, en gros, ça se passe dans une ville laboratoire, coupée du monde, isolée du monde, mais qui est la ville idéalisée par le programme du World Economic Forum, quoi. C'est vraiment la ville échantillon, labo de la cité 15 minutes, quoi. C'est vraiment ça. Et les gens sont enfermés là-dedans et se pensent enfermés là-dedans pour leur bien, pour leur bien-être, hein, c'est parce qu'on leur dit qu'à l'extérieur, il y a un virus, qu'ils sont confinés, et donc ils sont maintenus dans un scénario comme ça. Donc il y a toute l'ingénierie sociale qui est décrite, mais derrière, il y a tout l'appui de la technologie en plus. C'est-à-dire que là, j'utilise alors, mon expérience en matière de récolte de données, de traitement de fichiers, tout ça, en tant Mm. qu'enquêteur, mais pour le mettre en perspective avec toutes les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle en matière de gestion. Et puis après, on introduit les monnaies numériques, toutes ces choses-là dans la ville, et on voit ce que ça donne. En gros, ça donne une ville où on a l'impression, sur le plan cosmétique, que c'est exactement la même chose que le monde dans lequel on vit actuellement, sauf qu'il n'y a plus aucun libre arbitre. Et les gens, en fait, se pensent libres juste parce qu'on leur laisse la liberté de consommer, mais c'est tout ce qui reste. Le reste, après, on s'aperçoit très vite qu'à la moindre déviance, dès que le système se met sur eux, c'est ce qu'on voit dans le livre, hein, parce que l'héroïne, elle arrive de l'extérieur par accident, elle arrive à rentrer dans cette ville, et elle va chercher à s'en échapper, mais au cours de sa fuite, elle et les gens qui vont l'aider à partir vont se retrouver avec ce système sur le dos. Et ça me permet d'aller plus loin parce qu'après, sur le plan géopolitique, ça me permet d'expliquer toute une mécanique que j'avais qualifiée, moi, de néocollectivisme dans des articles que j'avais fait pour des think tanks et tout ça. Et là, c'est pour expliquer vraiment ce que j'appelle le néocollectivisme davosien. Donc, c'est quel projet de société? C'est la société de Davos, en fait, telle que voulue par Davos. Et là, c'est très intéressant parce qu'on voit toutes les colonnes vertébrales voilà, qui sont utilisées. C'est l'écologie, la technologie, l'équité société. Toutes ces colonnes vertébrales-là, elles sont balayées dans le livre et on les voit bien, quoi. Avec aussi parfois un peu de réseau, parce que j'explique comment ça marche aussi dans la sphère de contrôle politique. C'est-à-dire qu'il y a des gens, en fait, il y a des gens de réseau, donc on voit la connivence entre l'homme qui travaille dans une entreprise, qui se fait passer pour un dissident, mais qui en réalité est connecté à un réseau franc-maçon et qui fait le lien avec la police grâce à ça et tout ça. Donc on voit un peu les mécaniques complexes qui animent notre société, hein. C'est un peu ça, hein, de toute façon. Et Ouais. captionem, c'est ça. Captionem, c'est du latin et ça veut dire piéger. Donc c'est ça. Et l'ironie, c'est d'avoir appelé cette ville comme ça, parce que la plupart des habitants ne savent pas ce que ça veut dire, en fait. C'est ça qui est drôle. Et ça ne les intéresse pas, d'ailleurs. C'est ça. C'est toute Bah, c'est pour ça que je trouve ça l'ironie. fantastique. Ouais, c'est ironique. Et après, il y a tout le volet, justement, à ce propos, qui est relatif à l'éducation, à la modification du langage et tout. Donc ça, c'est du Orwell, mais bon, que j'ai réadapté avec l'univers d'aujourd'hui et les moyens d'aujourd'hui. Si on prend 1984 ou le meilleur des mondes, c'est comme Captionem, sauf que Captionem aujourd'hui, il les dépasse parce qu'en termes d'approche technologique, en termes de fichage et en termes de progrès d'ingénierie sociale, il est loin devant aujourd'hui. C'est une version beaucoup modernisée de ces ouvrages-là, qui étaient profondément visionnaires à leur époque, hein. Oui, Mais absolument. aujourd'hui, Mm. là, il faut voir, Captionem, quand même, tout tourne autour de l'intelligence artificielle, et ça, c'est vertigineux. C'est vertigineux parce que chaque domaine est administré par des IA spécialisées là-dedans. Il y a une IA justice, une IA économie, et ça, quand on combine ça à l'identité numérique et à la monnaie numérique,
Mais c'est ce que j'appelle le verrouillage final, quelque part, hein. C'est terminé après. C'est terminé. C'est pour ça, oui, voilà. Et c'est pour ça qu'on se demande comment on va s'en sortir, même si on est on essaye de se dire qu'on va y arriver. Et je pense qu'il faut que les gens arrivent. Moi, je le dis souvent aux personnes. Ils me disent, mais qu'est-ce que je peux faire moi, tout seul? Qu'est-ce que je Qu'est-ce que je peux faire? Mais j'y vais déjà, payer en espèces, manger, voilà, raisonner local. Mais rien que ça, déjà, c'est énorme. Même si, voilà, il aurait fallu, ça fait bien longtemps que je fais ça, mais je dis, il est jamais trop tard. Allez-y, quoi, commencez. Exactement. Si chacun modifie ses habitus, c'est très très important. Ça se passe au niveau des modes de vie de chacun. Bien Là, sûr. les gens ne se rendent pas compte à quel point ça peut avoir de l'impact. Alors, après, je ne veux pas dire aux gens, voilà, vivez en ermite, arrêtez de consommer ou quoi, parce que on peut comprendre aussi que les gens, on rentre de notre journée de boulot, on en a marre, on a envie de se payer un petit truc ou quoi, c'est normal. Mais déjà, ne serait-ce qu'au niveau de vos habitudes, essayez de payer le plus en espèces. Mais Au oui, niveau de votre relationnel, essayez aussi de vous repenser. Il y a quelque chose d'introspectif là-dedans, mais essayez de réenvisager votre façon d'avoir des rapports avec les autres, notamment avec votre voisinage, tout ça, au niveau de l'entraide. Je vois, si vous avez la chance de pouvoir habiter des maisons et que vous avez un peu de terrain, essayez si possible d'en tirer parti un petit peu. Voilà, parce que c'est aussi ça, les circuits courts, tout ça. Et surtout, c'est que s'il y a un pépin un jour, si un jour il y a un blackout ou quelque chose comme ça, que vous puissiez avoir des amis autour de vous, un réseau sur lequel on puisse s'appuyer. Voilà, quelqu'un, je sais pas, ben, j'ai des poules, je peux filer des œufs. L'autre, il a des tomates, il fait des conserves, il peut filer des conserves, etc. Voilà. Il n'y a pas besoin de rentrer dans des trucs type. Voilà, il y a les Solaris, tout ça, je sais qui existent, hein, c'est bien. Mais on n'a pas besoin, pour les gens qui ne sont pas là-dedans, on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Il faut déjà changer un petit peu son rapport absolument. de vie avec les autres. Mm. Voilà, et être prêt à être solidaire, à s'entraider. L'espèce, c'est très important. Il faut continuer à le défendre. Et surtout, éviter de rentrer dans le jeu du gouvernement, c'est-à-dire que pour se faciliter la vie, voilà, accepter la reconnaissance faciale quand on refait faire sa carte d'identité ou des choses comme ça, il ne faut pas le faire. Il faut éviter toutes ces choses-là. Si je peux éviter les paiements sans contact aussi, j'évite. Voilà, oui, ça Plus je le aussi, je fais, le dis. Ouais, plus je donne du grain à moudre bien aux sûr. banques, quoi, Mm. et au système. Donc effectivement, et ils seront sérieusement emmerdés s'il y a une grosse partie de la population qui ne le fait plus. Mm. Ça leur met des freins. Voilà. Et appeler Donc, un chat, c'est ce que je dis maintenant quand on se réunit. Là, je me suis réunie avec des personnes euh, d'un autre village et quand même qui ont des grosses responsabilités. Et au début, bah forcément, je savais qu'on allait être confronté à des discussions un peu politiques et que ça pouvait être litigieux. Et en discutant aussi de ma chaîne YouTube on est venu sur le terrain des gens que j'invite et que j'ai envie d'inviter forcément. Et en fait, moi, et j'étais contente vraiment à la fin de l'entretien parce que ce que j'ai expliqué et ça s'est fait dans le respect, c'est qu'à un moment donné, il faut appeler un chat et qu'il faut arrêter de ne plus citer les choses. Et je pense qu'il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, il n'y a plus rien. Il y a le bien, il y a le mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout... enfin, c'est mon avis, ça sert plus à rien de parler politique, de gauche, de droite. Enfin, moi, je me suis investie, j'ai essayé de rentrer en politique pour aller voir ce qui se passait, pour être députée chez moi. Mon Dieu, voilà, même les résistants, voilà, je me suis... Oh, mais quelle déception, quoi, mais quelle déception. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ça me va pas du tout. Voilà, hein, chacun en fait prêche pour sa petite chapelle et en fait ils sont tous intéressés et en fait, ils aiment pas réellement, comme ils le disent, la français, les Français. Voilà, donc je pense qu'il faut que nous, tout seuls, on soit capable de parler de ce qui se passe vraiment aujourd'hui. Et ce qui se passe vraiment aujourd'hui, c'est grave, puisqu'on a le mal au pouvoir.
Donc, il faut plus avoir peur. Quand on parle avec des gens, ben, c'est de leur ouvrir les yeux. Et là, on voit à quel point les gens sont dans la matrice et en fait ne s'aperçoivent pas de ce qui se passe. Moi, je le vois là, hein, dans des villages et tout. C'est compliqué parce que c'est très compliqué. Le, le problème, c'est que la quasi-totalité du spectre politique français est acquis effectivement à une cause unique, hein, qui est la cause finalement progressiste, universaliste, européiste. Peu importe qu'on soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, on Ah, a des partis là qui sont pro-Europe et qui finalement, non, quand on est pro-Europe, on peut pas on ne peut pas être pro-Europe et revendiquer la souveraineté pour le peuple, par le peuple. C'est pas possible. C'est soit non. la souveraineté pour Bruxelles par Bruxelles, soit c'est pour le peuple par le peuple. Mais il y a pas l'entre-deux, ça n'existe pas. Il y a un petit pourcent de partis souverainistes qui veulent la sortie de l'Europe et qui veulent reprendre les rênes dans l'intérêt du peuple français. Ce petit pourcent, pour l'instant, il n'a pas l'aval des puissants, il n'a pas l'argent, il n'a pas les moyens en réalité de faire quoi que ce soit. Donc là, c'est très compliqué. Et l'un comme l'autre, en fait, on a vraiment une scène politique qui est très polarisée, que ce soit d'extrême gauche ou d'extrême droite. Et l'un et l'autre, à chaque fois, servent de repoussoir mutuel, hein. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que l'extrême gauche, elle peut effrayer sous plein d'aspects, y compris par la violence d'ailleurs. L'extrême droite, c'est toujours le spectre de la Seconde Guerre mondiale qui revient, même si ça n'a plus rien à voir. Mais c'est pas grave, on joue là-dessus. C'est ce qui fait gagner le président à chaque deuxième tour pour l'instant. Et ça fonctionne. Et à chaque fois, comme ça, on se renvoie la balle. Mais quand on regarde, on a des partis, à chaque fois, peu importe, hein, ils sont tous compatibles avec les projets de demain, les grands projets. Il y en a pas un qui parle de rejeter en bloc les monnaies numériques, il n'y en a pas un qui parle de rejeter en bloc, je sais pas moi, l'ouverture des frontières ou quoi. Donc, il n'est pas question de retrouver, on va dire, une identité populaire et une souveraineté populaire quelque part de façon bien, bien tangible, bien réelle avec ces gens-là. C'est très compliqué. On peut donner un exemple très, très concret. C'est pour montrer un petit peu la porosité qu'il y a entre les idéologies marquées à l'extrême gauche et certaines autres idéologies qui pourtant, normalement, devraient s'inscrire dans le sens contraire. Si je prends l'affaire Naël, qui a suscité beaucoup de polémiques, derrière les manifestations qu'il y a eu en soutien aux jeunes qui s'est fait tirer dessus, on a retrouvé la famille Traoré, Assa Traoré. Voilà, Assa Traoré, c'est quelqu'un donc, qui défend la cause, je ne sais plus, tous pour Adama ou je ne sais plus quoi. Enfin, c'est parce que son frère était décédé lors d'une interpellation de la gendarmerie. Je crois qu'il est mort d'un arrêt cardiaque. Voilà. Et donc, elle dénonce à chaque fois les violences policières, elle est là. En l'espace de moins de 48 heures, il y avait un cortège. Avec toute la logistique, les t-shirts floqués, les véhicules, la sono, tout ça. Donc ça représente un gros coût. Il y avait probablement des financements derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne, Assa Traoré, elle a été travailleuse sociale pour la fondation Edmond Baron de Rothschild. Elle a été placée d'ailleurs longtemps en arrêt maladie pour pouvoir militer pour sa cause. Hein, et ça, c'est Mediapart qui l'avait souligné d'ailleurs, et c'était un arrêt un peu suspicieux. Et qu'elle a été récupérée par des groupes comme Louboutin, qui appartient au groupe Exor, pour devenir l'égérie de la marque. Donc là, on voit un peu le cercle de financement. Ce qui est intéressant, c'est que le groupe Exor, par exemple, c'est le groupe qui va financer des magazines politiques comme The Economist, qui sont ultra progressistes et qui vont notamment, par exemple, défendre la cause LGBT. Or, si on remonte en fait la chaîne de l'argent, on voit que ce sont les mêmes groupes qui financent la délinquance de la banlieue et les idéologies, par exemple, d'extrême gauche,
donc l'hypersexualisation de la société, le calendrier LGBT et tout ce qui en découle. Parce que si on va par là, ça va jusqu'au programme EVARS dans les écoles. Et c'est drôle parce que quand même, on se retrouve finalement avec à la tête les mêmes gens qui financent des niches qui sont politiques, qui sont complètement antagonistes. C'est-à-dire que si on met quelqu'un qui LGBT, Ah, mince. J'ai perdu Adama François. Traoré, eh ben, il est mort, quoi. Voilà, il a 5 secondes d'espérance de vie si on le met dans ce quartier. Donc voilà, tout ça, et tout ça, c'est pour expliquer la politique de fragmentation actuelle Oui, et les niches qu'on crée, qu'on fabrique, qu'on préfabrique avec à la tête en fait des financements communs. C'est ça qui est intéressant à voir. Donc la scène politique aujourd'hui, elle est un peu à cette image en France. Et c'est de ce système qu'il faut sortir, parce qu'on a une scène politique d'apparat, donc qui est là en fait pour faire le spectacle. Mais ce qu'il faut regarder, c'est les gens qui sont en place depuis toujours, c'est ceux qui financent. c'est ça. Et eux, ils ne bougent pas, eux. Mais Eux, ils comment? restent Parce au que pouvoir dans l'ombre. oui, mais le problème, c'est qu'il y a des gens un peu désespérés. Là, je parlais avec un éleveur qui est pas loin de chez moi et qui est quelqu'un qui fait du raisonné et qui veut pas rentrer voilà, dans ce système, mais qui est désespéré, en fait. Parce qu'en fait, il se lève à 4 heures du matin, il finit à 21 heures. Et en fait, lui, il n'a pas le temps de faire que des recherches, de voir autant de choses, de lire. Il n'a pas le temps. Donc lui, il se dit, ben non, la prochaine fois, bah voilà, il faudra voter tel ou tel ou tel ou tel. Et, euh, et je le regarde, je lui dis, non, non, bah là, ça sert à rien. Non. Il me dit, ah bon, bah je dis, non, non, je vous assure, ça n'a rien changé. Mais quelque part, je me sens mal parce que j'ai pas de solution à lui proposer. C'est-à-dire, il me dit, mais oui, mais alors pour qui je dois voter? Parce que, en fait, eux, ils sont toujours dans cette histoire de se dire, bah, la seule chose que je peux faire, c'est aller voter. Mais sauf qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'aller voter, bah, c'est plus forcément la solution avec tout ce qui se passe. Mais c'est là où on est un peu bloqué, où on se dit, la personne est en face de vous, elle vous écoute et vous-même, ben, vous avez un petit peu de mal à lui répondre, quoi, parce que vous avez les idées, vous savez ce qu'il faut faire, vous avez le statut, vous savez où est le mal, vous avez posé vraiment un diagnostic. Et après, voilà. Alors Et après, pour après, moi, c'est là où on va commencer à rentrer dans le voilà, dur. c'est ça. Ouais, c'est là où on va rentrer dans le dur parce que je me suis rendu compte d'une chose, si on doit parler de la voie légaliste, c'est qu'aujourd'hui, elle n'a Oui. plus cours. Parce Faut que pas y je aller. dis Enfin, à nos auditeurs quand même, François, c'est que vous avez fait également une école de droit. On l'a pas dit, oui, mais voilà, je le dis également. Donc vous savez de quoi vous parlez aussi. et puis je suis de toute façon de formation juriste, puisque Voilà. quand on est officier de police judiciaire, je veux dire, on a une certaine expertise en droit pénal, quoi qu'il en soit. Mmh. Mais bon, là, c'est pas tant du ressort du droit pénal, vraiment. Mais ce que je m'aperçois sur le plan législatif, c'est que, et ça, on l'a bien vu pendant le Covid, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont décidé que ça devait se passer comme ça, toutes les voies de recours, toutes les voies institutionnelles, tout ça, on ne peut plus compter dessus. À mon sens, il y avait beaucoup de recours qui ont été faits pendant le Covid, qui étaient tout à fait recevables, qui ont été complètement rejetés par le Conseil constitutionnel, par exemple. Et, euh, et là, moi, j'ai compris qu'à partir du moment où ils avaient décidé de passer quelque chose, il n'y a rien à faire. Je veux dire, on peut faire tous les recours qu'on veut, voilà. On avait des entreprises qui étaient multirécidivistes en matière d'infraction sur le droit de la santé ou quoi. Ça les a pas empêchés de commercialiser les vaccins en passant des contrats par SMS, quoi. C'est pas quand on en est là, quand on en est avec des Ben, gens c'est comme ça. ça, Ben oui. on peut plus espérer une quelconque légitimité Mmh. à utiliser le droit, quoi, puisque de toute façon, il s'assoit dessus. Le Conseil constitutionnel, c'était Fabius Père, pendant que Fabius Fils était en train de donner les instructions pour McKinsey à l'Élysée, quoi. C'était Oui. voilà, c'est ça Mmh. la réalité du terrain. Et aujourd'hui, quelque part, c'est la même chose dans le combat Mmh. politique. C'est-à-dire qu'à un moment, le substrat, qu'est-ce qui reste derrière tout ça? Ça va être le rapport de force. Parce que la politique, c'est ça à la fin.
Mm. C'est-à-dire qu'on n'est plus... le droit, ça fait partie du... C'est un peu le contrat social qu'on évoquait tout à l'heure. Ça, c'est dans le guide de bienséance de la vie en société, ça, le droit. Mais à un moment, quand un système commence à réellement dysfonctionner ou à produire trop d'inégalités, comme ce qui se passe actuellement, euh, on trouve qu'il n'y a plus rien de juste ni de légitime, même dans le droit, puisque de toute façon, on s'aperçoit que le droit sort de sa fonction première, qui est justement qui est de trouver l'équilibre. Mais là, la société est tellement en déséquilibre que ça ne va plus. Donc à partir de là, je pense qu'effectivement, on va rentrer dans une ère qui risque de se durcir de plus en plus, avec des prises de position de plus en plus radicalisées et une montée de la violence. Ça, c'est inéluctable. Non pas que je souhaite la violence, mais je le constate de fait. Ça ne peut que aller en augmentant à force d'indécence, d'injustice. Et voilà, c'est comme ça. Et c'est surtout que on est en train petit à petit on vit dans un État qui devient de plus en plus totalitaire, en tout cas C'est clair. et par Ça fait conséquent, combien? on Oui, bascule. je tiens à François. Ah, parce que il me dit Samuel qu'il reste, ça risque de couper dans peu. Donc, il nous reste combien de temps là? Pour que je sache. Je m'excuse, François. 1h42, il vous reste 15 minutes, 20 minutes? 18 minutes. 15 minutes. Ok. Parce il y a juste deux petites choses que je veux que vous fassiez absolument. C'est le moment du cœur et le conseil bien-être. Ça fait partie de l'émission. Allez-y, Mais voilà, François, mais pardon. en tout cas, On part, c'est à mon sens, on bascule dans oui. une ère totalitaire, parce que le totalitarisme, c'est ça, en fait. C'est quand l'État, il est omniprésent, omnipotent. C'est-à-dire que l'État est partout, même jusqu'à chez vous. Et aujourd'hui, on se donne des airs de démocratie, mais il n'y a plus rien de démocratique dans le Rien du tout. process. C'est-à-dire que même dans la façon de penser, l'État intervient. Il intervient dans le logiciel carrément des gens. Et, tout à l'heure, j'ai cité EVARS. EVARS, c'est le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Catastrophe. Et ben, ce programme-là, c'est un moyen pour l'État, par le biais de l'école, de se substituer à l'éducation des parents pour imposer une vision qui est la sienne, Bien sûr. une doxa. Mm. Et ça, aujourd'hui, on est en train d'assister à ça dans tous les domaines. Et il y a une forte pression sociale d'ailleurs qui s'exerce. On l'a vu pendant le vaccin, on le voit là avec les gens ne sont pas d'accord, mais ils subissent cette pression sociale. C'est ça qui. Et à un moment, on est en train en plus de supprimer toutes les soupapes qui permettent aux gens de penser qu'ils ont des alternatives. Il y en a de moins en moins. Donc, c'est sûr que j'ai l'impression que petit à petit, on crée toutes les conditions pour que ça pète un jour. Et de toute façon, ça ne pourra avancer que dans le cadre d'un rapport de force. Alors, ce rapport de force, soit il se traduit par des violences sur le terrain, soit il se traduit aussi par des attitudes qui deviennent de plus en plus radicalisées et de la désobéissance civile qui devient de C'est plus en ça. plus marquée. Je pense que Je ça serais serait plus la pour la meilleure deuxième option Moi parce aussi, que pour la deuxième à fond. je suis pas quelqu'un qui cautionne en fait la violence, l'ultra-violence et voilà. Non, puis on Mais voit qu'il fait du mal enfin, il n'hésitera pas à vraiment à aller loin et à la limite, je pense que ça serait jouissif de pouvoir faire du mal aux gens dans la rue. C'est pour ça que moi, je dis aux gens, surtout, je leur disais, ça ne sert à rien, ne descendez pas le, manifester, ça n'a plus le, aucun le- le sens. problème de la violence après, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose d'assez soudain, ça peut être quelque chose d'assez brutal, mais le problème c'est l'après. Oui. C'est-à-dire que la violence, oui, mais pourquoi et avec quoi après? Est-ce qu'on a prévu quelque chose pour prendre le relais? Est-ce qu'il y a une administration relais? Est-ce que s'il y a une violence, les gens ont un objectif? Est-ce qu'ils savent pourquoi ils sont réellement violents et contre qui ils se battent réellement? Déjà, si on n'a pas tous ces facteurs-là, ça ne sert à rien d'être violent. On peut monter à l'Élysée et tout casser, ça ne fera pas avancer le schmilblick. Et en On en plus de revient ça, aux gilets jaunes. On en revient aux gilets jaunes. Ils étaient devant l'Élysée. Ils exactement, auraient pu rentrer dans exactement ça. l'Élysée, mais ils étaient là devant. Ils savaient plus quoi faire. Ils étaient démunis. Et en fait, et pourtant, ils y étaient. Ils pouvaient le faire. Exactement Mais ça. voilà, il y avait pas de Mais structure. le risque majeur qu'on retrouve derrière ça, c'est la récupération Mm, par une opposition contrôlée.
C'est Parce ça. que les solutions, elles vont arriver. Elles arriveront clé en main, c'est sûr. C'est-à-dire que les gens, ils vont arriver, ils en ont marre, ils vont tout péter, mais derrière, ils n'ont pas de solution. Par contre, on va leur apporter. Mais du moment où on leur apporte, ce ne sera pas bon. Il y aura anguille sous roche. Ouais. C'est ça le problème. Donc, à mon sens, déjà, il faudrait, et ça, ça fait déjà plusieurs mois que j'en parle, il faudrait déjà que même au sein de la résistance, il y ait une forme de conseil, on va dire, qui se crée, de gens qui arrivent à tous se mettre d'accord autour d'une table et dire, voilà, on aura un projet de société qui serait autre. Le problème, c'est que ça existe, tout ça, mais pour l'instant, c'est plein de petits projets, les uns à côté des autres. C'est ça. Mais oui. Oui, Il oui, faudrait oui. vraiment que tous les groupes bonnets, voilà, toutes les grandes figures se réunissent et disent voilà ce qu'on veut. On arrive à se mettre d'accord, on arrive à faire consensus autour de ça. Un petit peu comme les résistants pendant la Seconde Guerre. Absolument, oui. Alors, le problème, c'est que c'était un petit peu différent parce qu'ils se sont mis gens d'extrême gauche, gens de droite, tout ça, pour former en fait un nouveau gouvernement. Oui. C'est une nouvelle proposition en fait d'arc, mais c'était pas un projet, on va dire, commun. Donc, c'est un contexte un petit peu différent. Mais en tout cas, je pense que ce serait intéressant de travailler comme ça parce que déjà, ça constituerait la base. Et puis, si Oui. un jour, effectivement, ça vient à péter, au moins, on a un référent, quoi. Il y a quelque chose, il y a une organisation qui est là, qui est prête à, et qui peut représenter tous ces gens-là, toute cette colère. Oui, c'est Parce pour ça que qu'il y a des gens qui les réfléchissent anarchistes là-dessus, qui qui pensent savent. que, voilà, mais ceux qui pensent qu'il ne faut pas de chef, il ne faut pas de ci, voilà, l'anarchie, c'est bien beau, mais à un moment, on Ah n'arrive pas à non. gérer 70 millions de personnes comme ça, c'est pas possible. Il faut des gens Il qui faut pensent forcément et une voilà, c'est pour ça organisation. que oui, il faut des gens qui pensent, il faut des gens c'est pour ça que je trouvais aussi intéressant, voilà, Bertrand Scholler parce qu'il a fait, de grandes écoles, il a fait Sciences Po et il faut des gens qui aussi trempés dans leur milieu et c'est important. Donc oui, en effet, je pense que, des gens il y a déjà des personnes qui ont de très bonnes idées depuis des années, Étienne Chouard, Charles Gave qui donne de bons avis. Je pense qu'il y a pas mal de personnes, mais pour ça, il faut, voilà, il faut arriver à ne Il plus faudrait que avoir tout le de. monde se mette d'accord. Oui, je suis Après, il y a le d'accord. deuxième plan, c'est celui de la désobéissance civile, mais ça, c'est parce Oui, que aussi aussi. Mm, la lutte mm, contre le pouvoir, c'est aussi comme un bras de fer, un peu, en quelque sorte. mm. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'immédiat, mais c'est force contre force. Et là-dessus, la désobéissance civile, c'est quelque chose qui peut considérablement faire vaciller l'État et en fait, à lâcher à lâcher du lest, quoi, à être obligé d'écouter un peu le peuple et d'arrêter un petit peu de s'asseoir dessus. C'est, parce qu'à un moment, si l'État français en plus n'est pas réellement fort à proprement parler, c'est-à-dire qu'il profite de la situation de chaque individu et le fait que chaque individu soit isolé. Là, on est tous là à dire, si demain je ne paye pas mes impôts, je vais ramasser. Et c'est vrai, parce qu'on ne sera pas nombreux à le faire, quoi qu'il en soit. C'est ça. Et c'est ça qui fait la force de l'État. C'est la seule chose. Mais le jour où c'est un ras-le-bol et il y a un mouvement qui se lance là-dessus et que ça concerne des dizaines, des centaines de milliers de personnes, il est clair et net que du point de vue administratif, on n'a clairement pas les moyens de gérer. Ah bah c'est sûr. Là, Bah ça serait parfait. Après, déjà et voir. les forces de police, c'est la même chose. C'est ce que j'ai Ouais. dit lors de certaines conférences que je faisais sur les mouvements sociaux et tout ça. Le moyen, on va dire, de profiter de la faiblesse de l'État à ce niveau-là, ce serait de compter sur l'engagement en fait, de nos compatriotes. Ah, ça coupe. Ouais, Ah, ça c'est coupe. bon. Ouais, Ouais, donc, du point de vue mouvements aussi. sociaux ou quoi, ce serait vraiment de s'appuyer sur les dom-toms. Parce que je vois par exemple pendant le Covid ou autre, c'est vraiment des gens qui ont été exemplaires en Ouais. matière de résistance et de défense de leurs valeurs. Et ils se sont serrés C'est les des gens qui, coudes. à mon avis, ils ont conscience en fait des libertés qu'ils ont pu acquérir au cours de l'histoire parce qu'ils ne les ont pas toujours eues. Je pense qu'ils y sont attachés et ils ont été vraiment exemplaires.
Et quand on voit, par exemple, qu'en Nouvelle-Calédonie, sur les événements qui ont eu lieu l'année précédente, on est passé de 7 escadrons sur place à 20 escadrons portés là-bas. Il faut imaginer que dans le cadre d'un mouvement social qui prendrait de l'ampleur, y compris dans nos dom-toms, on se retrouverait avec un besoin de projection en fait, des escadrons qui serait colossal. Et donc, ça veut dire que ça met la métropole à nu, quoi. Ou du moins, ça la fait travailler beaucoup plus à flux tendu. Et là, ça créerait en fait une forme de déséquilibre, effectivement, qui pourrait peut-être créer une situation plus ou moins vacillante pour le pouvoir. C'est pas inenvisageable. Oui, c'est Et vrai. c'est une analyse de scénario, on va dire. Oui, Mais des scénarios de bascule. Mais mais j'imagine que ça a déjà été réfléchi en haut lieu aussi. Donc c'est voilà, mais rien n'est impossible en fait, hein, on verra. oui, L'histoire ne se répète ils pas. avancent vite. Ils avancent vite, hein. Ils avancent vite, ils essayent de pourtant, il aimerait bien, hein, on sent qu'il aimerait bien une guerre civile parce qu'il y a beaucoup de provocations. La joie, les animaux maintenant de compagnie, ils visaient j'ai vu une émission là où quelqu'un disait qu'il faudrait pas avoir d'animaux de compagnie parce que pour la planète, c'était insupportable. Les chiens, la nourriture, la déforestation, les chats, alors là et là. Enfin, à un moment donné, on voit qu'ils essayent d'appuyer sur tous les boutons pour voir, comment bon, je pense que les économies, s'ils touchent aux économies des gens, parce qu'on a vu les enfants, ils ont touché aux enfants. Et en fait, moi, je Sauf vois au qu'en moment du réalité, Covid, ouais, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont bougé, hein. Moi, comme m'avait dit le directeur d'école quand j'ai déscolarisé mon fils, il m'a dit, mais vous êtes la seule, là. Bah, c'est pas grave, je suis peut-être la seule, mais bon, ben voilà, il n'y a pas. nous aussi on connaît ça et là on connaît ça pour Evars aussi parce qu'on a 3 enfants. Ah bah Et, voilà, ouais. mais pour autant, quand on leur fait part, enfin, moi le but c'est, je suis très clair, hein. D'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus il y a 2 jours là, je crois, où Oui, je l'ai je mets vu, une lettre type. c'est super. Voilà, Je vais la mettre aussi, je je mets vais une la lettre mettre. type pour les parents Mm. et ils peuvent donner ça au chef d'établissement. Moi j'ai été très clair, c'est-à-dire que je rappelle le chef d'établissement à ses responsabilités. Je rappelle qu'il engage sa responsabilité pénale et dans le courrier, j'explique simplement où se trouve la frontière en fait entre ce qui est explicable et le délit de corruption de mineur. Et Mm. ça, il ne faut pas hésiter à leur mettre la pression, leur mettre l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce qu'ils acceptent de jouer ce jeu-là. Eh ben, il faut qu'ils acceptent les responsabilités qui vont avec, parce que jusqu'à nouvel ordre, il y a toujours des textes de loi qui sont en vigueur, et en cas de dérive, ils sont toujours pénalement répréhensibles. Donc il ne faut pas qu'ils l'oublient, là, l'éducation nationale. C'est bien de jouer un jeu, mais il faut savoir le jouer jusqu'au bout. Parce que, et moi, en tant que parent, c'est ce que je compte, enfin, c'est ce qu'on compte leur rappeler. Ça, c'est clair. Et finalement, je m'aperçois qu'en leur disant, ben, il y a des langues qui se délient aussi autour de nous. Puis il y a des gens qui n'en pensent pas moins, Mhm. mais qui sont victimes de cette pression sociale que je décrivais tout à l'heure. C'est vraiment ça. C'est toute une mécanique de pression sociale contre laquelle il faut lutter. Mais ça, c'est de l'ingénierie sociale. Alors, des Oui. fois, c'est la dynamique de groupe. C'est les dynamiques de groupe, ça. Des fois, en bousculant un peu, comme ça, on arrive à provoquer une réaction en chaîne. C'est pas toujours évident. Bah, alors, François, on a beaucoup papoté. Donc, je pense qu'on fera peut-être pas d'autres questions parce que sans quoi on n'a plus que 10 minutes et tout va couper. Donc, et je voudrais, voilà. Il y a le conseil bien-être et avant, il y a le moment du cœur. Alors, le moment du cœur, et je vous Bah, laisse la parole. le moment du cœur, moi, je le dédie à toutes et à tous. C'est tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui, voilà. Je les invite surtout à ne pas perdre espoir. Et je pense que pas perdre espoir, ça passe aussi par savoir se recentrer vers des questions plus spirituelles. Euh, on est dans une société extrêmement matérialiste, hein, ça c'est un fait. Non pas par son aspect consumériste, parce que bon, bah, ça on est tous concernés, on a tous besoin de s'acheter des choses aussi. Voilà, on peut pas. C'est très. Mais quand je dis matérialiste,
c'est dans le rapport aux choses, c'est-à-dire dans le tout s'achète, quoi. Non, tout ne s'achète pas. Il y a des valeurs qui ne s'achètent pas, qui sont transcendantes et qu'on oublie trop aujourd'hui. J'invite les gens à se recentrer sur ces valeurs. Pour les croyants, ben, ça passe aussi peut-être par le fait de repeupler les églises. C'est bien de dire je suis chrétien, mais encore faut-il aller repeupler les églises pour pas qu'elles disparaissent. Et ça, c'est défendre une vision. C'est pas être un conservateur rabat-joie, c'est défendre la vision d'un monde plus axé sur le partage et l'amour que le monde du docteur Alexandre, quoi, hein, où il y a Oh, où il y a mon les Dieu. homodéus et les inutiles. Voilà. Ah, Hein. En fait, c'est ça contre ce personnage. le monde contre lequel on se bat, c'est ça. C'est ceux qui nous expliquent qu'un jour, il y aura les homodéus et de l'autre côté, il y aura les inutiles, quoi. Voilà, parce que ça, c'est pas l'homme et c'est pas sa vocation. C'est pas, l'homme n'a pas vocation à rentrer en compétition comme ça. L'homme, il a un projet de vie, voilà. Il a une vision qui peut transcender, il peut faire plein de choses, découvrir plein de choses, construire, faire du beau. La beauté, c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui dans notre monde. Ouais. Il suffit de sortir, rouler sur la route et voir que c'est quelque chose qui se perd. Voilà, donc revenir à ses fondamentaux, être un peu plus là-dedans et sur les valeurs de partage. Ça veut dire aussi avoir du monde à la maison, tout ça. Et puis essayer de vouloir du bien pour les gens, quoi. Pas toujours voir le mauvais côté. Aujourd'hui, on est dans une société où, par exemple, on va regarder les avantages des uns et on va les montrer du doigt en disant ah, eux, c'est des privilégiés et tout. Oh là Voilà. là. Bah non. En fait, il faut raisonner autrement. Le mec, il a un métier dans lequel il est privilégié, bah, c'est bien, mais en fait, ça devrait être comme ça pour plus de monde. C'est Oui, comme ça il faut raisonner. Donc, c'est vraiment cette vision-là qu'il faut avoir, quoi. Faut pas à chaque fois chercher, voilà, la jalousie, l'orgueil, tout ça, c'est ça. c'est des choses à balayer. Ouais. Et ça, on le comprend finalement bah, il suffit d'ouvrir. On peut ouvrir la Bible, hein. Il y a des gens qui le comprennent naturellement, puis il y en a d'autres, bah, ils ont besoin peut-être de se référer à certains textes. Bah, dans ces cas-là, ouvrez une Bible. Et vous verrez, vous comprendrez en fait le sens de tout ça. Mais Moi, j'ai eu voilà, ouais. Non, mais c'est vrai, moi j'ai eu des réflexions à ce niveau-là pour Samuel où on me disait, mais il a qu'à faire du judo ou du karaté, mais pourquoi il fait, c'est un sport d'élitiste, il n'y arrivera pas, vraiment, il veut être voilà, il veut être pilote de Formule 1, mais ça sert à rien, de toute façon, de s'engager là-dedans, c'est de la perte de temps, c'est pas style, vous y arriverez pas. Et c'est triste, en fait, que les gens ne croient pas en des rêves, et quand vous en avez, en fait, limite, il y a une espèce de, je sais pas, oui, cette ambiance un peu basée sur le nombrilisme, et puis il y a de la jalousie, de l'orgueil. C'est vrai que voilà, on peut qu'aspirer aux gens bah, d'écouter de jolis messages et oui, on a Jésus, j'en parle des fois, oui, qui est venu et qui a montré la voie et qui nous a expliqué plein de choses. Il y a des choses vraiment, faut que les gens prennent un petit peu de temps et se penchent sur les belles choses et le bien. ouais, se centrer, voilà, se recentrer un petit peu sur ce qui les Ouais, entoure. Et ça ne veut pas dire s'abandonner, non? parce il faut Ouais. s'aimer, Mhm. mais s'aimer, c'est différent que de rentrer dans une quête d'admiration déjà. C'est pas pareil. Mm. Aujourd'hui, on est dans un univers très narcissique. Il y a C'est beaucoup de gens ça. qui se mettent, voilà, qui recherchent à être admirés et qui recherchent en fait à incarner une image Mm. pour rentrer en fait dans le moule et susciter l'admiration des autres. C'est ça. Ces gens-là s'égarent complètement. Mm. Il faut s'aimer, c'est impératif, mais il faut s'aimer en étant tourné vers les autres. C'est toute la différence. Ouais, on voit que c'est pas si simple. Enfin voilà. Eh ben, on va très bien enchaîner en fait. On va enchaîner sur le conseil bien-être.
irrémédiablement, moi, la première phrase qui me vient en tête, c'est un esprit sain dans un corps sain. Déjà, c'est la première chose. Voilà, pour le bien-être, ça doit être intellectuel et physique. En réalité, les deux se combinent. À mon sens, par ailleurs, quand on est vraiment bien sur le plan physique, souvent l'intellect suit. D'ailleurs, ça aide beaucoup, le fait de conserver la forme. Donc moi, ce que je conseille aux gens, effectivement, c'est de se trouver une activité dans laquelle ils peuvent se dépenser des calories et se renforcer, on va dire, à ce niveau-là. C'est très important de se sentir fort et bien dans son corps. Et en parallèle, en général, ça permet beaucoup plus facilement d'accompagner aussi l'élévation intellectuelle, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui se muscle, entre guillemets, le cerveau. Hein. Oui. Voilà, et il faut trouver le temps. Et ça, c'est pour ça que le temps, c'est une valeur très, très précieuse aujourd'hui, parce qu'on en a très peu. On nous en retire de plus en plus, d'ailleurs. C'est volontaire. Mais celui qui trouve le temps de réussir à s'entretenir intellectuellement et physiquement, déjà, il va revivre à son niveau. Et en plus de ça, c'est ce que redoutent le plus les gens qui nous gouvernent. Avoir des gens qui soient en réelle bonne santé et intelligents. Voilà. Alors là, c'est terrible. Ce qu'ils veulent, c'est des multidosés qui sont enrhumés tous les 15 Ouais, jours et qui pointent à la pharmacie à aller acheter des petites pastilles là, qui donnent de l'argent à Pfizer et tout ça. c'est ça. Et des gens qui n'ont pas le temps en fait de réfléchir, qui sont harassés et qui se collent devant la télé pour décompresser. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Comme ça, les gens se taisent et en plus de ça, ils rapportent de l'argent parce qu'ils ont la goutte au nez tous les 15 jours. Donc si on veut sortir de ça, il faut se redonner une petite condition, faut aller sortir. C'est pas évident, mais en fait, c'est la rigueur que ça nécessite de s'imposer, elle est aussi bonne. Elle est aussi bonne parce que elle aide à se rendre plus fort sur tous les plans. Donc après, chacun le fait à sa manière. Moi, c'est différent parce que là, en plus, il se trouve que je veux me former pour être coach sportif parce que c'est D'accord. Encore un une domaine autre corde. c'est un domaine que j'affectionne particulièrement, mais surtout, je cherche un métier dans lequel on ne puisse pas avoir d'emprise sur moi. Je suis grillé dans tout ce qui est administration. Là, c'est mort. Je peux plus rentrer maintenant avec ce que je fais. Et c'est difficile, en fait, pour certaines boîtes de vouloir m'embaucher parce qu'il y a ce que je fais sur Internet et parfois, ça correspond pas à la politique de la boîte ou quoi, ou machin. Si je veux pas être embêté, il faut que je sois autonome. Et pour moi, une très bonne façon d'être autonome, c'est de réussir à faire ce que j'aime, comme ça. Et voilà. Le sport, ça me permet de m'entretenir en même temps, d'entretenir ma condition, de continuer à pouvoir faire aussi ce que je fais à côté. Donc, réflexion, écriture, tout ça, c'est important pour le combat. Et voilà, moi, c'est ma façon. Je me suis toujours un petit peu considéré comme soldat, en fait, dans cette histoire. C'est-à-dire que, mais ça, c'est parce que je pense que c'est un peu en moi, mais j'ai toujours je me bats, en fait, pour des valeurs. Cette Donc, je me famille, bats parce sur le que j'ai vu qu'il y avait une famille quand même. Ouais, bah oui, oui. Quand même. Oui, je pense que c'est de famille, effectivement. Et oui, mais j'ai des ancêtres militaires voilà, et des résistants, tout ça. Mais je pense qu'il y a ce côté, effectivement, où je combats pour ça. Et en même temps, pour entretenir cette capacité à combattre, et ça passe aussi par le physique. Voilà. Ouais. Et voilà, les deux se combinent pour moi. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et de faire 8 à 12 heures de sport par semaine. C'est pas obligé. Je suis pas En ce sûre que moment, vous j'ai le temps puissiez le parce que faire. je me prépare spécifiquement. Voilà. J'ai pas toujours eu le temps pour ça dans ma vie, mais en ce moment, c'est parce que je me prépare. Voilà. Mais si chacun à sa façon peut le faire, je pense que ça peut être très utile pour lui, même si c'est juste aller courir 30 minutes par-ci. Voilà. Mais c'est très, très utile, ça, dans la vie.
Et puis, Faut, oui, et puis les gens qui ont des soucis de santé, voilà, des fois c'est pas facile. Moi, comme je dis, méditez, faites des étirements. Les personnes il y a toujours moyen en fait de trouver des alternatives. Le sport, ça veut pas dire non plus, voilà, c'est ça. faire des choses Mais il faut savoir harassantes. qu'une activité sportive, quand même, qu'on arrive à adapter à ses propres performances et voilà, sur un rythme qui nous convient, ça va nous aider, quoi qu'il en soit, sur le point de vue immunitaire, de la santé et tout ça. Ça peut apporter du plus et ça peut aider certaines personnes victimes de certaines pathologies à aller parfois mieux aussi. Mm. C'est c'est toujours mieux, en tout cas, que de rester sédentaire. Voilà, pour la santé en général, c'est quand même conseillé d'avoir une activité un petit peu. Voilà. Je dis pas, je suis conscient que voilà, tout le monde n'a pas le même niveau, C'est pas c'est toujours normal. facile, ouais. Mais la Mais respiration aussi, la voilà. respiration est très Et importante. de temps en temps, à côté, se poser en ouvrant un bouquin. Ah oui, oui, Ça, oui. c'est vraiment mon conseil, je pense, enfin, j'aurais pas la prétention d'expliquer aux gens comment bien vieillir, mais c'est ma façon de penser. Je pense que quelqu'un qui cultive en fait l'intellect et qui se maintient physiquement, c'est quelqu'un qui vieillira mieux, je Oui. pense. Ah mais absolument. Ma maman a fermé sa télé définitivement il y a une dizaine d'années. Là, elle a eu 90 ans hier, hein, et elle en fait 70 et elle est en pleine forme. Elle marche beaucoup. Elle lit beaucoup, elle lit vraiment voilà, tout de suite, même quand C'est je bien. lui ai parlé de vos bouquins, tout de suite elle m'a dit: «Ah ben je veux les lire». Voilà, elle s'intéresse à tout. Et pendant la crise Covid, bah oui, forcément, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des gens comme ça parce que, bah voilà, ils ont tous leurs moyens en éveil et forcément, bah c'est pas facile dans ces cas-là. Et oui. Voilà, je pense que on finit sur un joli conseil. Voilà. La lecture et la lecture de vos livres, François. Oui, pourquoi Voilà. pas, oui. Hein? Allez, on va commencer par leur conseiller ces deux-là. On va les mettre. Ah voilà. Bah, en tout cas, enfin moi j'étais tellement ravie, j'ai rien vu passer, ça a passé vite. Hein, je pensais, voilà, on est parti et encore, je pense qu'on aurait pu parler encore de beaucoup de choses, mais bon voilà, il faut s'arrêter à un moment donné. Faut que je vous rende votre liberté. Voilà. Donc, bah, je vous remercie. Un petit mot, j'avais écrit en petit mot final, que je le dis aussi à mes petits fans, que l'amour vous guide, que la joie vous accompagne et que vos actions parlent pour vous. Et là, on en a parlé, il y a plein d'actions à faire. Il y a vraiment beaucoup de choses à tirer de cette vidéo, je pense. Voilà, vous n'allez pas vous ennuyer, vous allez pouvoir la revoir plusieurs fois, à mon avis. Et puis, voilà, on essayera, j'espère qu'on se reverra bientôt et qu'on pourra refaire d'autres vidéos, que j'aurai de belles annonces à faire dans peu de temps. Voilà. Avec Je sais. plaisir, hein. bah, Merci. non, merci, merci encore à vous, François. Merci beaucoup.